Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho, une fois de plus sur le podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, j'accueille un entrepreneur de plus, c'est Alexandre Ferrero. Bonjour Alexandre. Salut tout le monde, salut Patrick, très heureux d'être là. Ouais, je suis très heureux de te recevoir, d'autant plus que tu évolues dans un univers, je vais le raconter tout de suite, qui en fait est aussi le mien, puisque tu as un podcast également, qui s'appelle Mes premières fois dans l'entrepreneuriat, et tu nous raconteras ça en plus en détail, mais où tu documentes ton propre parcours d'entrepreneur, et notamment les difficultés que tu as pu affronter. Et dépasser d'ailleurs. Donc ça, c'est ton podcast. Et puis, c'est assez, je dirais, iconoclaste. Mais ton parcours est un parcours qui aujourd'hui baigne dans l'univers de la vente, du sales, comme on appelle ça en anglais. D'ailleurs, je me fais toujours taper sur les doigts quand j'utilise des mots anglais. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc l'univers de la vente, du commercial. Mais tu n'as pas commencé par là. Tu as été, voilà, ce qui est assez rigolo pour moi, qui suis pas de ce milieu-là, maître d'hôtel. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Tu as fait une école, une école d'hôtellerie, et tu as été maître d'hôtel, pas en plus 9 ans, je crois. C'est ça, c'est ce qui est décrit dans ton parcours. Donc 9 ans de maître d'hôtel dans les salons Hoche. Excusez du peu, c'est plutôt un établissement coté, je dirais. Et donc aujourd'hui, tu as, Alexandre, fini par monter ta propre, après avoir fait diverses étapes de business développement commercial, tu as monté ta propre structure il y a maintenant presque 8 ans, qui s'appelle Cible & Co, si je ne m'abuse, Yes. et qui est une structure spécialisée dans effectivement l'assistance et la force de vente externalisée. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut dire ça ou... C'est ça, on peut dire aussi agence de télémarketing, même si c'est un peu plus large, mais oui, c'est de la D'accord. prospection téléphonique à destination des éditeurs de logiciels. Ok, et ben voilà, comme ça c'est hyper carré. Voilà, Alexandre, est-ce que je suis à peu près bon par rapport à ton profil LinkedIn? En tout cas, c'est ce que lui raconte, ton profil. Est-ce que toi, tu veux maintenant te présenter toi-même et rajouter peut-être des éléments d'info? Oui, et merci à toi en tout cas pour cette bonne présentation qui reflète bien justement mon parcours. Tu l'as dit, j'ai commencé aussi par la restauration. J'ai fait plein de petits métiers aussi avant et on pourrait prendre, je pense, toute l'après-midi pour en reparler. Ce que je veux dire, c'est que j'ai travaillé dans les marchés à Rungis, voilà, parce que j'avais besoin d'argent à l'époque, un petit peu comme tout le monde, hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais c'est vrai que je me suis orienté à 16 ans dans l'école hôtelière ou dans le 17e au lycée Jean Drouin pour D'accord. voilà, faire mes armes en tant que serveur, pour apprendre un petit peu ce métier. Alors c'est pas forcément un métier que j'ai choisi par envie, par passion, c'est un petit peu par choix entre guillemets, où tu as le conseiller d'orientation qui te dit qu'est-ce que tu veux faire et puis tu dis un Oui. petit peu au hasard Ouais. la restauration. Tu tombes dedans un petit peu malgré toi, puis au final c'est quelque chose qui va me plaire parce que j'étais quelqu'un d'assez timide, introverti, et la D'accord. restauration, tu es Ouais. serveur, donc tu parles à Bah tes oui. clients au quotidien et tu te libères, tu ouvres vraiment aujourd'hui ta communication, ton éloquence, ta manière de parler aussi Bien avec sûr. les gens au quotidien, des clients plus ou moins fortunés. Tu parlais des salons Hoche, mais je n'ai pas travaillé que là-bas. J'ai pas tout détaillé sur LinkedIn, mais j'ai commencé dans des petits restaurants avant justement de monter et de D'accord. me lancer un petit peu, on va dire, en tant qu'extra. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui choisissais justement avec quel traiteur j'allais travailler, à gauche et à D'accord. droite. Et tu peux du coup travailler dans des super endroits, des très beaux événements. Ça peut être au Yes. Stade de France pour du rugby, pour de la Coupe du Monde, des matchs de foot, des concerts. Moi j'ai eu D'accord. l'occasion de voir Madonna. C'est pas forcément que je suis Ah fan, ouais! si tu veux, de l'artiste, Ah ouais, mais mais c'est quand même une performeuse incroyable. exactement. On pourra dire ce qu'on veut, mais bon. C'est
une performeuse et puis voilà, tu t'assistes à ça aussi, tu vois des clients, donc c'est des choses qui t'ouvrent plus ou moins. Et j'ai envie de dire là où je suis actuellement, donc avec mon agence de télémarketing que j'ai créée en 2016, orienté comme tu l'as dit 2016. sales, D'accord. orienté vente principalement, c'est vraiment la restauration, parce qu'il faut pas renier aussi son passé et son parcours qui m'a ouvert entre guillemets les voies pour justement me lancer en tout cas dans la vente. Ouais, et on va en parler après justement de ton évolution et peut-être des déclics qui t'ont fait changer ou bouger d'orientation. Toi-même, tu venais d'une famille d'entrepreneurs? Oui, tu avais des frères et sœurs? T'étais comment au niveau de ton environnement familial? Fils unique, pas de côté entrepreneur dans ma famille. C'est vraiment venu depuis tout petit. J'ai Ah, toujours eu ouais, un petit peu d'accord. cette âme entrepreneuriale, toujours envie de créer, toujours envie de faire des choses. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Bien avant de démarrer la restauration, bien avant de démarrer, mon entreprise et aussi le podcast et on en parlera, tout à l'heure. Mhm, C'était un 1er mai justement et tu sais le 1er mai, qu'est-ce qu'on fait? On vend du muguet et moi j'avais envie de me faire un petit peu d'argent. J'avais envie, de commencer à vendre des choses et c'est pas quelqu'un qui m'a dit de le faire, c'est moi de moi-même. Je me suis dit voilà, je veux avoir de l'argent pour m'acheter des bonbons, pour m'acheter des CD, pour m'acheter mhm. des conneries, tout ce que j'ai envie en fait. J'avais déjà besoin d'acquérir un petit peu cette notion de d'indépendance et du coup je faisais des dessins. Je faisais des dessins, je dessinais pas trop mal. J'ai même suivi des cours après quand j'étais gamin. Et je dessinais du muguet, des conneries. Je pense que les dessins étaient quand même assez nuls à chier pour être transparent avec toi. Et j'allais voir mes voisins, tout simplement, les voisins de mes grands-parents, et je disais, voilà, il y a un super dessin que je viens de faire, j'ai pas de muguet à vous proposer, qu'est-ce que vous en pensez? Et je pense que la première expérience entrepreneuriale, elle vient de là. Elle vient de là. Certes, j'ai pas été déclaré à la Chambre des métiers ou autre, j'ai pas été justement déclaré ce statut-là, mais je pense que ça vient de là et ça a plutôt bien fonctionné parce que je suis rentré, je me souviendrai toujours de la tête de ma mère et de mes grands-parents quand je suis rentré avec aucun dessin et je sais plus combien de francs à l'époque où ils m'ont dit mais qu'est-ce que t'as fait quoi? Parce qu'ils m'ont pas vu partir justement pour la petite anecdote avec les dessins, mais voilà, mon grand-père a rigolé et ma mère était pas forcément contente. D'accord, waouh! En tout cas, ce qu'on peut voir à travers ton parcours, c'est que mine de rien, le monde de la restauration, de l'hôtellerie, maître d'hôtel et cetera, ça t'a, dès le début, donné un sens aigu de la relation client. Parce que là, pour le coup, c'est du bugne à bugne, c'est du terre on est très terre à terre. Là, on est dans une relation directe, avec un client, qui est, voilà, content, pas content, avec ses humeurs, avec son caractère et cetera. Donc je dirais que ça a été ça a été plutôt pas mal pour te mettre, je dirais, un enseignement un peu à la dure sur la relation client qui est ô combien importante. Hein. On en parlera plus tard, mais aujourd'hui, l'univers dans lequel tu es, qui est quand même l'univers du B2B, hein, le business to business, des relations entreprises, les relations commerciales, on le dira jamais assez, mais la relation client, la qualité de la relation client, limite, c'est très important parce que ça te permet de faire ce qu'on appelle de l'upsell, de vendre plus au même client, et c'est plus facile de s'occuper d'un client déjà acquis que d'en trouver de nouveaux. Donc oui, t'as Ça, bien raison sur ça et je pourrais te donner quelques anecdotes sur ça aussi pour le côté j'ai des clients, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fidélise ceux que j'ai déjà ou est-ce que je vais en chercher d'autres? Donc il y a vraiment cette notion de relation client à prendre en compte. Si je dois parler de la restauration, la restauration, moi j'assimile souvent le métier de serveur et en tout cas dans l'hôtellerie dans laquelle j'ai été au service militaire. Dans le sens où le service militaire c'est beaucoup plus complexe bien évidemment, mais je parle vraiment du cadre où il y a le respect, il y a cette relation qu'on doit avoir avec le client, faire en sorte justement de toujours répondre positivement, peu importe ses humeurs, peu importe sa manière d'être, même si on a des problèmes à la maison. Un petit peu comme quand on est entrepreneur quelque part. Donc, je pense que vraiment la restauration m'a mis un petit peu sur cette voie qui était prédestinée en tout cas pour moi. Et j'ai beaucoup appris ça. Et je pense que aujourd'hui, alors je dis pas qu'il faut remettre le service militaire, on va pas reparler de ça, c'est pas un débat, on n'est pas sur ce sujet-là, mais moi, si j'avais pas eu ça aujourd'hui, ça aurait été, je pense, compliqué après pour moi professionnellement dans ma carrière parce que ça m'a vraiment donné un cadre. Ça m'a vraiment donné un cadre. J'ai pas connu mon père, par exemple, et c'est pas pour faire aujourd'hui le Calimero par rapport à ça, mais la D'accord. restauration, c'était vraiment le père que je n'ai pas eu par rapport à l'éducation, au comportement qu'on doit avoir dans la société. J'étais un petit peu avant assez détestable. J'avais un mauvais discours. J'avais un petit peu un langage soutenu, un langage un petit peu même type banlieusard. J'ai vécu dans le 94, dans le 93. La restauration, c'est vraiment celle qui m'a éduqué. Elle m'a appris à communiquer, à placer mon discours et à me positionner en société. Et même si au début, les premières années, j'étais pas forcément à l'aise avec ça, je critiquais énormément les gens que je servais, ceux qui étaient riches, qui n'hésitaient pas à mettre entre 300 et 500 euros dans un déjeuner ou un dîner.
Aujourd'hui, ces gens-là, j'ai appris à les côtoyer, à les respecter et surtout à comprendre que c'est pas parce qu'on a de l'argent, c'est pas parce qu'on est riche justement que on est un connard, qu'on est une personne qui est de mauvaise foi ou bien au contraire. J'avais des préjugés et la restauration m'a vraiment fait enlever ces préjugés. D'accord. Waouh! Ouais, non, mais vraiment, pour le coup, un véritable, apprentissage, je dirais de la vie, comme tu dis et Carrément. sur un côté posture, en fait. Parce que ce que tu évoques, c'est aussi un phénomène de posture. Quelle est la posture à adapter, à adopter, en fonction des situations et en fonction de ses interlocuteurs, qui est aussi une qualité, d'un bon commercial et d'un bon vendeur après coup, hein, mine de rien. Ah ouais, ouais, complètement, c'est un vrai apprentissage et quand tu parles de posture, c'est vraiment ça. Tu arrives avec ta posture à toi que tu as toujours connue, c'est-à-dire, bah, je te l'ai dit un petit peu, j'étais assez mou si tu veux, j'étais assez timide, j'étais introverti comme je l'ai dit, mais j'allais pas vers les gens donc là, il y a une part de relation client où tu dois être, tu dois vendre parce que tu vends, moi j'étais serveur donc tu vends des plats, tu vends Mmh, la mmh, carte de mmh. ton restaurant, tu dois parler des Yes. vins, tu dois parler de certaines choses et cet environnement-là m'a quand même plu. Au départ, ça a été difficile mais m'a plu parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on se spécialise vraiment dans le vin, on peut aller dans l'œnologie, on peut parler avec ses clients, on peut faire des rencontres. Mais j'ai rencontré aussi des célébrités que j'ai servi. C'est pas devenu des collaborations par la suite, mais ce que je veux dire, c'est Mmh mh. plutôt sympa de te dire, voilà, tu es en train de servir quelqu'un que tu vois à la télé. Donc c'est des choses qui m'ont ouvert, en tout cas, et qui m'ont vraiment permis d'avoir cette posture dont tu parlais tout à l'heure. Ça t'a ouvert, un peu les chakras sur des notions de réseau? Parce qu'aujourd'hui tout est réseau, on parle beaucoup de réseau, le réseau d'affaires, le réseau de contacts et cetera, hein. LinkedIn est devenu, le truc magique, pour absolument tout faire en matière de réseau professionnel. Donc là, toi, ce que tu racontes finalement, c'est aussi ça, le réseau, mais sans le digital, sans le côté numérique, mais en tout cas, c'est le vrai réseau avec, les contacts, et puis les mises en relation éventuelles, et cetera. C'est vraiment ça. Alors à l'époque, pas du tout, et je vois ce que tu veux dire par rapport à ce qui se passe et la tournure que ça prend depuis plusieurs années. Et de toute façon, on se dirige vers ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas réussir seul. Le réseau est extrêmement important, et c'est ce que je fais en tout cas avec LinkedIn aujourd'hui. Mais pour revenir en tout cas en arrière, quand j'étais dans la restauration, j'avais pas cette fibre, j'avais pas cette affinité pour aller voir les gens. J'étais un peu en retrait. J'étais là, mais c'était pas vraiment ma place. D'accord. Ça m'a forgé la restauration. Il y avait un vrai apprentissage. Ça m'a donné une véritable posture. Mais par contre, j'ai pas su en tout cas exploiter les opportunités parce qu'il y en avait des opportunités pour notamment exploiter un petit peu ce réseau. Yes. Alors, Alexandre, moi, ce que je veux, c'est quand on a un parcours comme toi où on change de secteur d'activité, je veux que tu nous racontes alors qu'est-ce qui va se passer là, fin 2010-2011, il y a une rencontre parce que tu bascules sur du numérique, puisque tu arrêtes le côté métier de la restauration de l'hôtellerie, et puis tu deviens a priori, de ce que je en vois, commercial en fait, hein, commercial, mais commercial dans le numérique, dans une solution, je dirais numérique. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est fait, comment on fait pour basculer de maître d'hôtel à commercial dans sédentaire. Donc a priori, tu n'étais pas itinérant, tu ne bougeais pas, tu étais Toujours en sédentaire poste, quoi sur place. exact. Oh, d'accord, Donc 2010, tu l'as dit, j'ai 25 ans et c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je me pose et que je fais un vrai travail d'introspection sur moi-même. d'accord. C'est-à-dire que j'ai commencé la restauration à 16 ans. Là, à 25 ans, je me pose, je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je vois toutes les personnes qui travaillent avec moi, qui ont 40 ans, 50 ans, qui sont dans la restauration, qui ont mal au dos, qui se Ils plaignent sont de usés. Ouais, ils sont énormément de usés. choses. Mmh, mmh, Usés mmh. professionnellement, psychologiquement, c'est très très difficile aujourd'hui la restauration. C'est un métier merveilleux, mais je sais que je n'ai plus ma place en tout cas dans ce métier-là et qu'elle était ailleurs. Et du coup, je me pose cette question-là qu'est-ce que je veux faire? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que de mes 16 ans jusqu'à mes 25 ans, je n'ai jamais assisté à un repas de Noël avec ma famille. Je n'ai jamais assisté avec mes amis au 31 décembre à fêter la nouvelle année. Mes amis s'amusaient. Moi, je les rejoignais beaucoup plus tard, quand Ouais, justement ouais, tout le monde avait pu profiter et toi, tu ramassais un petit peu les c'est cacahuètes et ça. le champagne qui restait. Je Ouais, ouais, grossis un ouais. peu le trait, mais c'était un peu ça l'image Je vois pour très bien. faire Ouais, je comprendre. vois. Et je me pose la question, je me dis, j'étais pas en couple à l'époque, et je me dis si je veux rencontrer quelqu'un, si je veux avoir une famille, si je veux avoir des enfants, parce que c'était aussi un objectif de vie pour moi, même si j'avais cette âme entrepreneuriale, bah, est-ce que ce métier finalement il est fait pour moi? Donc je me suis posé pendant 2 3 mois, j'ai recherché, j'ai envoyé des annonces à 200 300 entreprises, j'ai eu pas beaucoup de retours et les seuls retours que j'avais c'était vraiment dans la partie sales, dans la partie vente, dans D'accord. la partie commerciale.
Je voulais pas aller sur un métier de commercial terrain dès le départ parce que j'étais pas du tout à l'aise, même si j'avais travaillé 9 ans dans la restauration en face à face avec les clients. J'étais plutôt bon et à l'aise en tout cas pour convaincre les gens. Donc j'ai fait des tests par téléphone et c'est là où je me suis retrouvé commercial sédentaire pour la première fois, à vendre justement des bornes numériques, ce qu'on peut retrouver aujourd'hui chez McDo quand on commande justement directement ce qu'on D'accord. veut, son Ouais. Happy Meal ou son sandwich, pour éviter notamment la queue et que ce soit plus rapide. À l'époque, en 2010, c'était pas du tout Ah ouais. en vogue comme ça l'est maintenant, mais c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Donc je me suis formé justement avec des gens qui m'ont accompagné pendant plusieurs mois là-bas et il s'est trouvé que j'étais plutôt bon. Je prenais en moyenne entre 35 et 40 rendez-vous. J'avais un salaire de base, le SMIC, et j'ai fait x3 très rapidement. D'accord, ouais. Et alors, quel était ton rapport au digital et au numérique? Toi, Bon, tu faisais du web, tu surfais, tu avais un ordinateur, enfin, comment ça se passait ta vie par rapport au numérique? Parce que là, pour le coup, tu vas basculer dans un univers qui est quand même un univers alors, c'est à la fois c'est de la borne, qui est installée sur place et tout ça dans de la restauration donc par exemple, donc c'est pas du web dans le sens, connecté, au digital tout le temps, mais pour autant, ça reste quelque chose d'assez innovant, lié au secteur du numérique. ah oui, oui, complètement. Après, je pense que tu as pas besoin de maîtriser justement un produit pour pouvoir le vendre. Moi, je misais vraiment sur ma personnalité, sur ma manière d'être. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma responsable de l'époque m'a gardé. Je me souviens que le recrutement était d'ailleurs une technique de recrutement abusive, c'est-à-dire on te dit vous serez deux et à la fin de la semaine, il n'en restera plus qu'un. Ce qui n'était pas précisé justement sur Ah l'annonce et je pense ah! que ça, c'est pas Ouais, très ouais. catholique de faire ça, C'est entre guillemets. c'est pas très fair, ouais. Non, pas du tout. Et au final, à la fin de la semaine, donc il fallait prendre le plus de rendez-vous possible. La personne qui était avec moi, avec qui j'étais en concurrence, en a pris 3. Moi, j'en avais pris 0. Donc pour moi, c'était terminé. Et la personne me dit finalement, quand elle me convoque, ma responsable de l'époque, c'est toi qu'on va garder. Et je lui dis, moi, j'ai pris aucun rendez-vous. Je voudrais savoir pourquoi. Elle me dit par rapport à ta répartie, par rapport à la manière dont tu as D'accord, d'aborder les choses. Quand je lui ai demandé de détailler la répartie, qu'est-ce que c'était pour comprendre pourquoi justement il me gardait, c'était j'étais au téléphone avec un prospect et c'était le 17 mai, c'était le jour de mon anniversaire. Il se trouve que c'était aussi l'anniversaire de la personne que j'avais au téléphone et avec qui je vais prendre un rendez-vous. Et je lui dis, bah, d'accord. écoutez, bon anniversaire, moi aussi je suis taureau, bah, vous aussi j'imagine, du coup, on a le même signe astrologique. Et du coup, on parle autre chose, on parle différemment du produit qu'on doit vendre. Et c'est là aujourd'hui où on doit être bon et on doit axer aussi en vente, je pense. Parler du produit, c'est bien, mais il faut pas oublier qu'on est des humains au téléphone et que derrière, on a une vie aussi à travers le boulot. Donc, et après le boulot, donc il faut aussi la mettre en avant parce que c'est si on arrive à se différencier de Clairement. cette manière-là, on arrive, je pense, à vendre beaucoup de choses. Il faudra qu'on refasse, peut-être un épisode spécial ensemble sur toutes ces sujets de la vente, parce que là, tu parles de choses qui sont, très importantes et on peut, en toucher un mot rapidement pour les entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs qui ont des sociétés, qui montent des sociétés, le nerf de la guerre, c'est, faire des ventes, avoir des clients. Donc, aujourd'hui, effectivement, on est dans les années 2000 quelque chose, hein, 2023, exactement, on est sur ce qu'on appelle vente relationnelle. On est sur de l'écoute active. On n'est pas sur allez hop, on sort son baratin, on n'écoute pas. Hein, j'ai fait du télémarketing aussi. Je vendais de la presse magazine au téléphone et en fait, clairement, je forçais des abonnements aux petits vieux. Hein. Il faut dire comme c'était. Hein. J'avais un script et c'était bam bam bam. Je balançais de l'abonnement. C'était de la vente forcée. Clairement, Mmh, c'était absolument pas une très bonne technique de vente. En général, après, les personnes annulaient la commande, annulaient l'abonnement. exactement. Donc en plus, c'est voilà, les résultats sont pas au rendez-vous. Donc toi, ce que tu évoques, c'est ça, c'est cette capacité à pas sortir pas sortir ses fonctionnalités de produits ou de services pendant 3 heures, mais être focus, se concentrer sur le client, le faire parler et puis obtenir ses problématiques, ses difficultés, essayer de l'aider à lui apporter une aide. C'est cette vente-là qui est aujourd'hui celle que tu prônes, en tout cas avec ton actuelle structure, La j'imagine. priorité, c'est comme tu dis, de se concentrer sur le client. On peut avoir les mêmes passions qu'un client, peut-être. L'idée, c'est d'ouvrir justement la conversation, d'ouvrir la communication. Tu peux poser, par exemple, des questions ouvertes plutôt que fermées. Une Ouverte. question fermée, c'est quoi? Ça va répondre par oui ou par non. Alors qu'une question fermée qui commence par comment vous faites, tu ouvres le dialogue, tu ouvres la discussion et la personne est obligée de te Mm. répondre par autre chose que oui ou que non. Donc, se concentrer vraiment sur la personne qu'on a en face de nous, ça change vraiment la donne. Tu auras toujours des personnes qui diront j'ai pas le temps, je ceci, cela, envoyez-moi un mail ou qui te raccroche le nez, ça peut arriver. Mais tu parles aussi de vente forcée, c'est pour ça que moi j'ai monté mon entreprise, on y reviendra après, tu me diras quand est-ce qu'on fera la transition par rapport à ça, mais c'est important de le Mm. spécifier. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu justement, on parle de rendez-vous qualifié chez nous. Quand je dis qualifié, c'est éviter de forcer justement le rendez-vous parce que dans
10 cas sur 11, tu vas avoir des rendez-vous qui vont être annulés parce que la personne s'est sentie oppressée. Elle n'osera pas te dire non par téléphone. Donc c'est vraiment cette notion d'empathie, même si ça fait bisounours de dire ça parce qu'on le voit sur tous les réseaux, il faut être à l'écoute de son client. C'est une réalité aujourd'hui. Il faut vraiment être à l'écoute, le laisser parler, pas avoir son script. Moi, aujourd'hui, à mon échelle, à ma petite échelle de chef d'entreprise, je suis démarché entre 3 et 4 fois par jour. 3 et 4 fois par jour pour me vendre un peu tout et n'importe quoi, des abonnements, des poignées de fenêtres, pas mal de Bienvenue choses. au club. T'as de la chance, hein, parce que moi, c'est un peu plus. Hein. C'est un peu plus? Ah, mais parce que c'était à un niveau au-dessus, c'est pour ça. Moi, là, c'est un peu la cata. Hein. Et ces gens-là, si tu veux, ils t'envoient un script, ils t'envoient un message. Bonjour Ouais, monsieur, aujourd'hui je voudrais vous appeler par rapport à ça. Comment allez-vous? Est-ce que je vous dérange? Même si c'est est-ce que je vous dérange, c'est des questions qui permettent justement de dire à la personne oui ou non, et dans ces cas-là de te dire au revoir, on passe à autre chose. Mais le minimum, c'est de savoir comment vous allez, est-ce que je vous dérange? On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. On a des choses personnelles qui nous touchent, qui nous entourent. Peut-être que là, il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'il est avec son enfant, parce qu'aujourd'hui, on a aussi exact. mis en place le télétravail. Donc, de grands cadres aujourd'hui peuvent être à la maison. Donc, il faut vraiment comprendre le client. Et cette notion justement de sensibiliser les gens et de se mettre à la place du client, comme tu disais, elle est vraiment importante. Yes, yes, yes. Bah, justement, alors, Alexandre, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ton parcours qui va t'amener vers le fait de créer ta propre société. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que pendant plusieurs années, tu vas faire du métier de commercial, mais tu vas basculer finalement dans de la téléprospection. C'est-à-dire que ça sera, toi, ce que tu fais, c'est de la vente justement par téléphone, de la prise de rendez-vous, etc. C'est ça que tu vas faire pendant ces X années? Oui, de 2010 à 2016, je vais faire ça. Je vais aller dans pas mal D'accord, d'entreprises, donc orienté numérique. Et après, on va vraiment s'orienter uniquement IT, nouvelles technologies, d'accord, d'accord. tout ce qui touche au CRM, tout ce qui touche notamment aux outils BI, partie data management également. Je vais vraiment me spécialiser là-dedans parce que je me rends compte qu'il y a un marché, qu'il y a vraiment de l'envie et surtout, on est sur un discours beaucoup plus peaufiné en matière de Mhm. spécificité. On n'est pas juste savoir si vous voulez telle cloison ou autre sans dénigrer le métier du bâtiment, mais ce que je veux dire, c'est vraiment plus poussé, spécifique et qui sera en rapport avec l'air du temps. Donc pendant 6 ans, je vais faire ça. Je vais me rendre compte que je suis de plus en plus bon. Je vais monter un petit peu et gravir les échelons par rapport à ça. Et je vais aller dans une société. Je vais rester 4 ans. Je fais partie d'un groupe et moi je suis rattaché à une petite filiale qui est justement une agence de télémarketing. Et mon patron D'accord. de l'époque, sans dénigrer le patron ou autre, moi je suis pas là pour ça, au contraire, mais on n'a pas la même vision, on n'a pas la même stratégie. Au bout de 4 ans, moi je commence à lui dire j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de développer des choses, j'ai envie de développer avec toi ce pôle sales justement, j'ai envie d'aller chercher des Mhm. clients. Donc je vais lui montrer que je suis capable, je suis pas très bon en commercial terrain, donc je vais me former, je vais y aller tout seul, je vais lui ramener 2 clients, je vais justement avoir de bons résultats par rapport à ça, mais je vois que derrière il n'y a pas un retour Oui, de sa part. Encore une ça suit fois, pas. Ouais. peut-être qu'aujourd'hui, c'est lié à sa stratégie qui n'était pas la même que la mienne et il faut la respecter. Donc, c'est pour ça que je ne lui jette pas la pierre. Mais en tout cas, cette histoire-là et cette façon, en tout cas, de rebondir après, comme j'ai pu le faire pour monter mon entreprise, m'a permis justement d'aller vers le chemin où je devais aller, c'est-à-dire me lancer dans ma propre structure. Ouais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça cristallise le fait que tu es arrivé au bout du chemin avec eux et finalement, ça commence à te prendre les tripes de te dire: «Bon allez, Exactement. bah, je vais monter mon propre truc, quoi». Mais c'est vraiment ça, c'est les tripes. J'aime bien cette notion que tu emploies parce que entrepreneur, c'est ça. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas monté ta société, tu n'es pas déclaré que derrière, c'est pas une fois que tu as monté et tu as immatriculé ta société que tu deviens entrepreneur. Tu l'es déjà avant, tu dois le Ouais, c'est ressentir. clair. Et j'aime bien ce que tu dis, les tripes. Je sentais que j'avais besoin. Je sentais que j'avais quelque chose que je pouvais apporter aux clients. Bien sûr que dans ma tête, je me disais, je vais faire de l'argent, mais c'était pas mon moteur numéro un. Et ça, je le dis justement dans le podcast, et on en reviendra plus tard. Si on se concentre uniquement justement sur l'argent, ça va être un vrai problème aujourd'hui parce que c'est pas ça qui va faire que derrière on va exceller dans un domaine. Oui, vous allez avoir l'argent, vous allez avoir des clients, mais c'est pas ça qui va faire que vos clients vont rester. Par contre, si on se concentre sur la vraie valeur ajoutée qu'on va leur délivrer, et moi c'était ça qui m'animait, c'était de dire je sais prendre des rendez-vous, je sais qualifier un contact, je sais vous mettre en relation avec les bonnes personnes, et c'est là aujourd'hui où je sentais que j'avais vraiment ma position et que je pouvais en tant que dirigeant en tout cas aller chercher d'autres clients, embaucher des personnes et en tout cas exceller dans mon domaine. Alors Alexandre, il y a ça m'amène à un phénomène qui m'intéresse, qui est cette jonction, tu vois? Ce passage d'un monde à un autre. Parce que ce que je résume et ce que je comprends bien, c'est que ton expertise de vente, ça y est, elle est actée, tu là-dessus, tu es nickel. Tu vas monter ta propre structure et là, tout à coup, c'est le grand trou noir parce que
monter une entreprise, créer une société. Ton métier, tu sais le faire. Être vendeur commercial, tu sais le faire. C'est de la prospection téléphonique. Donc ça, tu as poncé le sujet pendant X années. Donc tu es à l'aise avec ça. Mais tout à coup, j'imagine que tu vas découvrir un autre monde, un nouveau monde, qui est qu'il y a plein d'administratifs, plein de comptables, plein de trucs d'entrepreneurs. D'ailleurs, je crois que tu vas avoir un parcours chaotique, comme c'est souvent dans l'entrepreneuriat, et il va t'arriver des bricoles qui vont malheureusement t'éduquer à la dure un peu sur la vie de l'entrepreneur qui est un peu roller coaster dans le parcours. Est-ce que toi, tu te formes comment à l'époque? C'est-à-dire quand tu crées une boîte, tu te dis ok, comment on monte une boîte quoi? Tu sais faire, tu sais pas faire, comment tu fais? Mais c'est ça, tu te formes sur le terrain. Je reviens sur ce que tu viens de dire, parcours chaotique, je suis pas d'accord avec ça dans le sens où, pour moi, ça a été formateur. J'ai vécu des choses très difficiles, on rentrera après dans le détail. Une collaboratrice qui m'a piqué un client, c'est juste pour donner un Ouais, petit peu c'est du des trucs qui teasing font par pas rapport à agréable, ça. ouais. C'est C'est pas clair. agréable, mais quand je suis rentré dans le métier, vraiment ce nouveau monde dont tu parles, le monde dans l'entrepreneuriat, un petit peu comme dans Avatar où tu arrives, c'est tout joli, c'est tout beau, tu as l'impression que tu vas avoir cette liberté, entre guillemets, tu as l'impression que tu voles de tes propres ailes. Au final, tu touches une feuille et tu te rends compte qu'elle est vénémeuse, donc tu vas apprendre justement en touchant, en faisant des choses et tu me demandes comment j'ai fait pour me former, je me suis vraiment formé sur le tas. Mais ce Sur qui le m'a tas. poussé à le faire, c'est cette fougue, cette envie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le moteur numéro un ne doit pas être l'argent. Parce que l'argent n'est pas un moteur suffisant quand justement on rencontre des difficultés. Si En aujourd'hui on tout a cas, pas long quelqu'un terme. à Ouais, long pas long terme, en terme. tout Ouais, à cas, long terme, ça marchera pas, quoi. ça marchera pas. À court terme, oui, Si tu veux tu, monter 10 sociétés et faire ça et faire faillite à chaque fois, ou en tout cas les fermer et puis faire de l'argent sur le dos des gens. Oui, tu peux. Mais à partir du moment où tu fais les choses de manière honnête parce que tu as une vraie délivrabilité de valeur à apporter, les choses sont différentes. Donc, je me suis vraiment formé sur le tas. J'ai appris, j'avais envie, en tout cas, j'ai monté les échelons facilement. J'ai commencé à travailler, en tout cas, de chez moi. À l'époque, j'avais un petit bureau de 9 mètres carrés, là où je vivais. Donc, j'ai commencé à appeler mes clients là. J'avais en face de moi un mur blanc, donc j'avais ouais, rien, j'étais t'étais seul. tout seul, quoi. Hein. J'étais T'étais tout solo. seul. Tu faisais de la Prospection, téléprospection, hein, c'est démarchage, ça? j'allais Ok, chercher mes téléprospection, clients. téléphone, d'accord. Ok. J'allais chercher mes clients de cette manière-là. Ensuite, une fois qu'un client, un prospect en tout cas acceptait, j'allais le voir en rendez-vous. Je prenais les transports ou autres. J'avais eu la chance d'avoir pu négocier du coup. Alors non pas une rupture conventionnelle parce que j'avais fait un abandon de poste parce que la société en D'accord. question n'avait pas voulu justement de rupture conventionnelle et moi c'était la seule solution. Mais pour moi abandonner mon poste ça entravait un petit peu mes valeurs. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dit à la société OK, on va faire un abandon de poste. Par contre, moi, je veux que ce soit encadré par un avocat et c'est vous qui prenez les frais de l'avocat. Ils n'avaient pas le choix parce qu'aujourd'hui, on n'était plus en phase sur beaucoup de choses. J'ai eu mes Mm. torts, j'ai eu ma responsabilité que j'assume à 2000%. Mais je pense que eux aussi l'ont et de toute façon, dans une collaboration, c'est pas qu'une seule personne qui est responsable d'une action, c'est l'intégralité des deux parties pour moi. Donc, j'arrive à avoir du coup ces assédiques, 1326 euros que je toucherai pendant. Wow, Alors, j'avais le c'est droit à 2 précis. ans. Pendant 2 ans, j'avais le droit justement de Ouais, c'est toucher ça. ça, C'est mais 23 mois à l'époque ou un truc exactement. comme ça. Et aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est dégressif. C'est-à-dire que pendant, je crois, plusieurs mois, tu touches le salaire de base auquel tu as droit, et après, justement, ça réduit. Et je trouve ça pas plus mal, justement, pour obliger un petit peu les gens à avancer, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc à l'époque, 1326 euros. Je sais que j'ai 23 à 24 mois pour pouvoir lancer mon activité. Et ça, c'est rassurant parce que tu te dis, voilà, encore une fois, ton moteur numéro un, c'est pas l'argent. Ton moteur numéro un, c'est d'aller chercher des clients et puis d'embaucher. Moi, c'était vraiment ça, mon deuxième moteur, c'est de me dire, je veux des collaborateurs à qui je vais transmettre ma façon de faire, ma méthode et auxquels je vais me nourrir aussi de leur méthode pour qu'on puisse, en tout cas, développer une société en forte croissance. Et finalement, j'arriverai à me toucher un salaire au bout de 18 mois parce que ça a D'accord. toujours bien fonctionné. J'ai réussi à trouver des clients facilement. On peut pas dire que ça a été facile parce qu'il y a rien de facile, mais je suis spécialisé dans la prospection. Donc, aller démarcher, aller chercher les clients, je sais faire. Donc, On va ça, dire que t'es cette un partie-là, cordonnier, un cordonnier bien chaussé, on va dire. bien chaussé, exactement. À l'habitude, on dit mal chaussé, mais pour le coup, j'étais en tout cas bien en phase avec mes pompes, comme on peut Et dire. ce que tu vendais, Alexandre, c'était déjà la mission actuelle. C'est-à-dire, tu proposais à des entreprises de leur faire de la prospection téléphonique de vente pour leur trouver des rendez-vous. Ouais, c'est ça. C'était ça? Ils avaient un produit, un logiciel, et ils avaient D'accord. envie d'aller chercher d'autres clients. Ça peut être des petites TPE, petites PME, des comptes du CAC 40, beaucoup plus gros, beaucoup plus D'accord. importants. Mais quand je dis CAC 40, c'est 40 entreprises. Mais quand tu réunis toutes les filiales, on est à Oui, plus de bien 300 sûr. et Bien 500 sûr. comptes.
Ça peut être des comptes du SBF 120 notamment. Vraiment des entreprises avec des décideurs. On les met en relation avec eux. On essaye de comprendre un petit peu les besoins du client et de faire en sorte si justement le prospect qu'on démarche va avoir un besoin, un projet, pour les mettre en corrélation et faire en sorte que ça crée du business. D'accord, ouais. Donc là, effectivement, ce que tu vas vivre, c'est vraiment la montée, la croissance au fur et à mesure où tu démarres tout seul, à faire toi-même ton truc et puis après, ben, en fait, le chiffre d'affaires augmentant et cetera, à un moment donné, il faut que tu commences à te structurer, et à, voilà, comme tu l'as dit, peut-être à ce moment-là, découvrir encore un autre strate de l'entrepreneuriat qui est la partie RH, qui est pas du tout la plus, facile non plus, celle-là. C'est, ça va être de voilà commencer à se structurer, à recruter, comment on recrute quand on l'a jamais fait, et tout ce qui va avec. Gérer de l'humain aujourd'hui, je pense, pour un entrepreneur est la partie la plus délicate au monde Plus à mes compliqué. yeux et aussi aux yeux des 50 entrepreneurs que j'ai pu interviewer dans le podcast mes premières fois dans l'entrepreneuriat. Parce que aujourd'hui, tu as envie de recruter des soldats qui te ressemblent et c'est la première erreur qu'on fait, c'est de dire je veux des gens comme moi. Toi, tu t'investis à 200% pour ton entreprise, tu manges, tu vis, tu dors entreprise, mais ces gens-là, ils ont une vie privée aussi, ce qui est tout à fait normal. Il faut se mettre aussi à leur place du fait qu'ils n'ont pas du tout les mêmes ambitions et les mêmes intentions que toi. Bien Donc, sûr. pour moi, aujourd'hui, tout à l'heure, tu me disais, tu te lances, tu t'arrives dans un trou noir, ça va être difficile, chaotique. Ça n'a pas été chaotique à ce niveau-là. Au contraire, se former sur le tas, se former avec les clients, structurer après les choses. Moi, j'ai fait appel à une ancienne collaboratrice qui était comptable dans l'entreprise dans laquelle je D'accord, travaillais. On ouais. s'est retrouvés totalement par hasard et on a du coup travaillé ensemble. On travaillera ensemble pendant 4 ans. Ce sera ma comptable et elle sera bien plus qu'une comptable parce que sur les aspects juridiques, elle me sera aussi très utile, notamment pour les contrats de travail. Mais bien avant cette comptable-là, j'ai eu des déboires avec une autre comptable où justement c'est très important de bien choisir son comptable quand on veut embaucher en tout cas parce que quand on est auto-entrepreneur, il n'y a pas de sujet dans le sens où voilà, il y a quand même un petit carnet de bord à suivre par rapport à ses factures, mais il n'y a pas besoin justement de détailler, de déclarer la TVA et Oui, c'est toutes les pas choses qui grand-chose. tournent à l'URSSAF ou aux autres organismes. Mais voilà, j'ai eu des déboires par rapport à ça, ça n'a pas duré longtemps, mais d'où l'intérêt vraiment de d'avoir une fondation solide dès le départ. Et cette collaboratrice, en tout cas, m'aura aidé. Donc, on se structure. La première année, elle dure 16 mois. On clôture le bilan exceptionnellement au bout de 16 mois, puisque quand tu démarres la première année, si tu Oui, démarres en tu septembre, fais souvent un tu vas hop, pas tu vas fermer en décembre jusqu'à pour 4 mois, tu fais voilà un switch sur l'année d'après, donc on était sur 16 exact. mois. Première année, premier bilan, bah, on finira à 2 collaborateurs, on finira avec un chiffre d'affaires de 85 000 euros, où c'est plutôt positif, avec des premiers bureaux aussi que j'aurais pu avoir dès la première année, donc ça très très content. Deuxième année, on double le chiffre d'affaires, même un peu plus, on arrive à 192 000 euros. Chouette. On finit à 4 collaborateurs. Et puis là, on prend des bureaux un peu plus grands, un peu plus structurés, 90 mètres carrés. Et puis là, vraiment, la croissance, c'est troisième année. On finit à 9 collaborateurs. Et on finit à 7 collaborateurs, excuse-moi. On embauchera après 2 autres personnes l'année suivante. Mais on finira à 7 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 380 000 euros. Donc il y a cette montée, cette Ça grimpe. croissance. Ça veut dire qu'il y Ouais, a un ça grimpe. vrai marché. Mais ma première problématique, ce sera l'humain. Ce sera de trouver des gens dans le métier du télémarketing, dans la prospection, la prise de téléphone, qui c'est pas évident aujourd'hui de faire la prospection téléphonique quand on n'est pas animé par ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu embauches les C'est personnes, tu peux pas embaucher des gens qui te ressemblent. Moi, je suis un passionné, j'aime l'humain, j'aime la relation client. Des gens où c'est juste alimentaire, et c'est pas une critique, mais des gens où c'est juste alimentaire n'auront pas ce goût justement d'aller plus loin après un c'est premier clair. refus, par exemple. Donc c'était Et vraiment c'est un cette métier très dur, problématique. hein, Oui, Alexandre. On va pas citer le mot en anglais, mais on va le dire en français. On parle ici d'une technique qu'on appelle les appels à froid. D'accord, hein, le cold calling cold en calling. anglais, hein, donc les appels à froid. Et effectivement, c'est un des métiers les plus difficiles de la vente. C'est que en fait, tu prends des portes, tu téléphones à des gens et les gens te disent, limite, t'insultent, te raccrochent, te disent j'ai pas le temps, objection de fuite en permanence. C'est un métier qui est très difficile. Moi, je le connais limite en théorie, je le pratique pas beaucoup. C'est pas une de mes techniques les plus utilisées, mais je connais bien ce que c'est et effectivement, c'est super difficile. Franchement, un commercial qui fait des appels à froid, il faut, comme tu dis, il faut vraiment avoir de la persévérance, de la pugnacité. D'ailleurs, on peut donner un conseil, tu vas me confirmer si je dis vrai, mais il faut surtout se désolidariser complètement avec la personne qu'on est et ne jamais prendre pour soi ce que les personnes te disent.
parce que les personnes vraiment parfois partent en cacahuète, hein, te disent non mais vous Ça commencez à peut me aller loin. gonfler, ça peut aller loin. Hein. Moi, quand je faisais du télémarketing avec mes ventes d'abonnements, franchement, je me suis pris des soufflantes. Si tu le prends pour toi, tu commences à prendre cher. Hein. C'est un Donc métier ça, très très dur. Il faut être à l'aise avec les refus. Moi, je prends en ah général, ouais. ou en tout cas au démarrage, je prenais 4-5 refus avant d'obtenir un rendez-vous. Aujourd'hui, je peux prendre un rendez-vous au bout de un seul ou deux contacts Appel, ouais, aboutis. ouais. Ce que j'appelle deux aboutis, c'est vraiment un contact argumenté où tu as fait le discours et la personne t'a écouté jusqu'au bout. Mais oui, il faut être à l'aise avec ça. J'aime bien ce que tu dis, se désolidariser de tout ça. Pourquoi? Parce que si la personne te dit oh vous m'emmerdez avec votre offre, au revoir. Moi qui suis très sensible et je me suis forgé justement un mental et j'ai un petit peu fermé l'éponge au niveau émotionnel de ce côté-là. L'idée c'est vraiment de pas prendre les choses pour soi effectivement. Ça Le fait mal, hein. Ça fait des coups de canif, ça t'égratigne. Hein. Ça fait très mal, Ça, mais ouais. l'idée c'est de se désolidariser. Oh, j'y arrive pas avec ce mot, c'est impressionnant. Désolidariser. Désolidariser avec ce mot. Ah ouais, tu m'emmènes sur des trucs. Non, je plaisante, c'est moi qui suis pas bon en français. De se comment on dit? Désolidariser. Bon bref, ce que je veux dire, c'est On a compris. ce qui est important, c'est tu vas prendre 5 refus, tu vas prendre 10 refus, tu vas en prendre 15. Il faut être à l'aise avec ça. Et en fait, c'est pas le refus qui compte, c'est l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de prendre un rendez-vous. Donc tu te concentres vraiment sur ça, tu te concentres vraiment sur ton objectif. C'est un peu comme quand tu gères une entreprise. Ton objectif, c'est d'arriver à un certain chiffre d'affaires. Ton objectif, c'est d'avoir un certain nombre de clients, de collaborateurs, que les gens soient contents. Quand tu as un client qui finalement abandonne, quand tu as une salariée qui finalement donne sa démission, ça doit pas t'impacter. Bien sûr que ça fait mal au début, surtout les premières fois. D'où justement mon podcast, les premières fois dans l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, concentrons-nous sur l'objectif. Et qu'est-ce qui s'est passé justement les 3 Clairement. premières années? Quand je t'ai décrit les choses, c'est des chiffres qu'on peut retrouver sur société.com, donc je ne mens pas sur les chiffres que j'annonce. C'est que les 3 premières années, il y a eu cette croissance. Donc ça veut dire que l'objectif était vraiment de grandir, l'objectif était vraiment Hum. d'évoluer, et peu importe ce qui se passe, tu dois gérer au quotidien. Et de toute façon, le rôle d'un entrepreneur aujourd'hui, le rôle d'un patron et d'un dirigeant d'entreprise, c'est de gérer des problèmes au quotidien. À partir du moment où tu n'es pas à l'aise avec le refus, prospection, à partir du moment où tu n'es pas à l'aise avec les problèmes à gérer au quotidien, t'es pas fait pour ce métier, c'est pas la peine de persévérer. Parce qu'au premier Hum. obstacle, tu vas prendre vraiment les choses émotionnellement, comme tu dis, et ça va te freiner et tu vas traîner ça en fait comme un poids. Et quand tu es entrepreneur, tout ce que tu as prévu sur ton business plan, ça n'arrive jamais parce que tu ne prévois pas que quelqu'un justement te vole un client, tu ne prévois pas que quelqu'un, tu sois obligé de le licencier. C'est des choses que tu apprends au fur et à mesure. Tu te formes avec le temps. Tu pars vraiment avec une fourchette en plastique et tu reviens aujourd'hui avec une fourchette en or qui vraiment peut J'aime bien planter l'image. et peut prospecter et peut amener de vrais clients. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai que ce que tu racontes, est vraiment, de l'ordre de la masterclass presque, hein, en matière de vente. Trop souvent, pour ceux qui connaissent pas ce secteur-là et ce sujet-là, ils confondent un truc, quasi systématiquement, c'est qu'ils pensent que quand tu passes un appel téléphonique, c'est pour vendre le produit. En fait, mais non! C'est pas pour vendre le produit, c'est pour prendre le rendez-vous. C'est pas pareil, quoi. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui font cet amalgame de se dire bah ouais, mais non, mais ça marche pas, j'arrive pas à vendre, etc. Mais ouais, mais au premier appel, t'es pas là en train de vendre le truc. T'es là uniquement pour créer la relation, hein, les fameux points de contact, et puis obtenir le rendez-vous qui va être cette fois-ci là le vrai entretien découverte ou l'entretien de vente réel, quoi. Mais c'est vrai que souvent on veut aller trop tôt en fait, hein, Ah oui, sur le cycle de vente. On veut tout de suite arriver au closing, on veut tout de suite signer le bon de commande, etc. Bah oui, mais non. si tu penses à vendre ton produit tout de suite, c'est là où justement tu te tires une balle dans le pied. Et puis là, on est sur deux métiers différents. Commercial sédentaire, c'est de la prise de rendez-vous en règle générale, ou téléopérateur, téléprospecteur, téléprospectrice. Et si on est vraiment orienté vente dès le départ, ça peut être de la vente directe. Là, tu es plutôt sur un métier technico-commercial en règle générale. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est des choses que j'ai développées après tout seul, sans formation justement, mais avec le temps et après persévérance et avoir échangé avec de nombreux prospects. Et ce que je veux dire par là, c'est oui, si aujourd'hui tu te focuses uniquement sur ton produit quand tu es commercial sédentaire, tu n'arriveras jamais à obtenir, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'est d'obtenir le go du prospect, c'est-à-dire oui, je veux bien vous rencontrer. Et ensuite, c'est au commercial terrain, si jamais c'est pas toi qui justement va assurer les rendez-vous, d'aller délivrer les choses. Je veux dire,
Tu as 2-3 minutes pour convaincre une personne au téléphone. On se rend pas compte, mais 2-3 minutes. Et encore, quand je dis 2-3 minutes, c'est quand tu obtiens le rendez-vous. En règle générale, c'est les 10 premières secondes qui sont extrêmement importantes par rapport à ta manière de te présenter. Et c'est pour ça que je dis que la restauration m'a énormément aidé par rapport à ça, parce que j'ai réussi à me distinguer des autres. J'avais un langage beaucoup plus professionnel, beaucoup plus carré, beaucoup plus à l'écoute. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Quand j'ai embauché des personnes et quand je vois aussi certaines personnes qui prospectent dans les entreprises ou les gens qui me démarchent, moi je t'ai dit 3-4 fois par jour, c'est monstrueux ce que j'entends. C'est salut, tu vas bien? C'est salut Yassi. Moi je raccroche pas, j'explique toujours aux gens. Je leur dis là, vous savez, vous n'aurez aucune vente avec moi, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et ces gens-là ne sont pas du tout ouverts à avoir des conseils, mais je leur dis moi, si vous touchez quelqu'un d'autre, un autre prospect, vous aurez déjà accroché au téléphone. Il faut vraiment se mettre à la place de la personne, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le côté empathique, le côté relation client. Et ce qu'on entend aujourd'hui, c'est un peu un enfer. C'est très très difficile de te dire, t'es démarché par quelqu'un, comment tu peux espérer vendre si tu as pas. En fait, il y a un côté caméléon à avoir. Si tu appelles un directeur financier et que tu lui dis tu vas bien, alors tu fais quoi aujourd'hui, c'est comment, pourquoi vous voulez pas de rendez-vous avec moi? J'exagère, j'extrapole, c'est pas un discours banlieusard que je veux mettre en avant. C'est si jamais on ne laisse pas parler la personne, une personne qui gagne entre 10 15 000 euros par mois, le statut de la personne est très important. Pas dans le sens il est supérieur à nous, mais dans le sens où on doit être justement inférieur dans le discours, savoir se mettre à son niveau et pas avec le même niveau que lui pour que justement on puisse s'adapter. D'où le côté caméléon. On est d'accord, on est d'accord. Après, il y a 2 choses qui me viennent, et donc je vais te les dire, pour pas les oublier. Petit 1, moi ce que je constate et ce que je me dis, c'est que toi tu as un unfair advantage. Je sais pas comment le raconter, en français, un avantage par rapport aux autres. C'est que tu as été rodé et tu as été habitué à avoir la petite phrase d'accroche quand tu accueillais tes clients au restaurant. Parce que mine de Exactement. rien, on oublie trop ça, que comme tu dis, les premières secondes sont les plus importantes et toi, en fait, tu sais parfaitement faire, hop, le petit truc, le petit bonjour, le petit truc d'introduction, etc. Et aujourd'hui, ce sera ci au menu, je sais pas quoi, etc. Et donc, cette technique que tu as poncé pour accueillir, pour introduire sur les premières secondes, mais ça, c'est un avantage anticoncurrentiel de malade mental, en fait. Ça fait toute la Euh, différence. Et tu fais bien de souligner sur la restauration. bah oui, Quand tu accueilles un client, tu dis bonjour messieurs, vous serez combien? Deux, vous allez bien, je peux prendre exact. votre manteau. Déjà dès le départ, tu t'intéresses au client. Et Tout là de où suite, il tu y a dis l'avantage, l'hameçonnage. Il l'avantage y a l'âme. concurrentiel que je veux avec mes concurrents, et aujourd'hui j'ai pas d'animosité avec mes concurrents, bien au contraire. C'est au contraire quand tu n'as pas de concurrent que tu dois te poser des questions parce que c'est bien d'en avoir pour justement voir comment aujourd'hui ils procèdent. Je vais te donner une astuce, c'est une méthode que moi j'ai donnée à tous mes collaborateurs que j'ai formés et qui fonctionnait à chaque fois. La plupart du temps, tu appelles un prospect. Bonjour monsieur, euh, Ou est-ce que madame. ou Hein, madame, il y a aussi est-ce des que je vous madames. dérange? Comment allez-vous? Bon, tu peux poser ce genre de questions, comment allez-vous, mais c'est la question, même si elle est ouverte, la personne n'a pas envie de te répondre, elle te répondra pas. Est-ce que je vous dérange? Déjà, tu es en train de dire oui, potentiellement à la personne que tu la déranges, donc tu vas lui donner la possibilité de se séparer de toi. Donc moi, ce que je dis toujours, et la phrase qu'on avait et qui vraiment De toute façon, tu la fonctionnait, déranges, la personne. Tu lui téléphones, tu la déranges. Donc, tu la déranges pas parce qu'elle répond. Pour moi, tu la déranges pas parce qu'elle répond. Quand quelqu'un m'appelle et que justement j'ai pas envie de répondre ou que je connais pas le numéro, je ne réponds pas. Donc à partir du moment où la personne répond, tu ne la décroche, déranges ouais. pas, elle décroche. Pour moi, c'est vraiment un facteur à prendre en compte important. Et la phrase d'accroche qui était vraiment pour ouvrir le dialogue et faire en sorte que la personne soit attentive, c'était bonjour monsieur, vous allez bien. Juste ça. Bonjour madame, vous allez bien. La personne est surprise. Personne ne lui demande si elle va bien. Personne ne se soucie de son confort. Personne ne lui demande tout ça. Bah écoutez, je passe une bonne journée. Je suis en réunion, c'est un peu compliqué, mais je suis quand même à votre écoute. Elle va avoir encore plus envie de t'écouter. Elle va Ouais, vraiment c'est envie super ça. d'être ouverte. Et plutôt que je peux vous parler un petit peu de notre nouveau produit, notre nouveau service. Elle le sait pourquoi tu l'appelles. Ils le savent qu'il y a des métiers de prospection. Il faut juste se Mm. dire que tu as eu peut-être 10 appels de prospection avant et que toi, ton rôle en tant que commercial derrière, c'est de te distinguer des autres. Et vraiment, Ouais. comment tu dois te distinguer? C'est justement en les surprenant et en étant non pas le plus commercial possible, le plus humain possible. Quand tu es, et en plus, quand tu es humain, tu es sincère. Mm, mm, Tu ne peux mm. pas masquer, tu peux pas tricher avec ça. Donc les gens le ressentent. Et si vraiment tu veux vendre quelque chose, ils vont le ressentir aussi.
Je suis complètement d'accord avec ça et il y a plein, tu sais, il y a plein de techniques, d'appels téléphoniques, qui ont beaucoup évolué avec, depuis quelques années, le marché qui s'est, énormément densifié avec les très grosses startups qui ont levé beaucoup d'argent et qui ont recruté des armées, mais des armées d'appels, de commerciaux qui font des appels, et moi, j'ai un point de vue très, très tranché là-dessus. Et je pense que je vais avoir le même point de vue que toi. J'ai un point de vue très tranché là-dessus parce que ce qui s'est passé, le marché a été complètement pour moi nécrosé et rendu très néfaste. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui avaient levé énormément d'argent, ils ont recruté des jeunes, des juniors, et ils les ont catapultés à faire des appels téléphoniques sans aucune formation. T'es juste BDR, SDR, comme on les appelle en anglais, et c'est juste des gens qui sont là pour faire des appels, des bidules et tout. Et en fait, on leur demande des chiffres absolument incroyables à tenir, alors qu'ils ont même pas été formés du début, du commencement, aux techniques de vente, de relations, l'écoute active, etc., etc. Et donc, ça donne des trucs horribles où, comme tu dis, ça se décline par mail et par tous les automatismes qui existent, qui sont sortis ces dernières années au niveau du digital, où tu te prends des ouragans, je dirais des tonnes de prospection qui ont ni queue ni tête, où les gens, effectivement, comme tu dis, ils te parlent même pas de toi, ils te disent rien, ils commencent tout de suite, bonjour, je suis Jean-Paul, je suis de telle société, et je voulais vous présenter, papa, 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 et le mec, tu l'arrêtes plus, tu fais, hey, allô, 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 et le mec, il est en train de dérouler son truc, quoi, et c'est insupportable. Moi, je te dis, J'appelle ça pour moi la prospection agressive et ça s'est densifié comme tu dis avec les années. Le problème c'est pas franchement, d'embaucher des juniors, le problème c'est pas d'embaucher des jeunes. Moi j'ai aucun problème à embaucher des jeunes, bien au contraire. Le problème c'est le manque de formation, c'est l'écoute bah active oui, qui n'est pas enseignée. C'est ça aujourd'hui le vrai problème. Tu mets des jeunes en disant tiens voilà un script d'appel, tu dois faire tant de chiffres, allez débrouille-toi. C'est dans n'importe quel métier si tu lui donnes ouais. justement une fiche de poste à quelqu'un et tu lui dis voilà fais du marketing, non il faut l'accompagner, comprendre la culture d'entreprise. C'est pour ça que moi, j'aime pas ces entreprises-là qui lèvent beaucoup d'argent et qui l'exploitent extrêmement mal parce que tu pourrais faire beaucoup d'économies justement en embauchant des personnes et en les formant. Tu mises beaucoup plus sur la formation et en Ouais. comprenant que derrière, il y a l'humain qui prime. C'est ce que je En te fait, ça disais. travaille à la masse. En fait, c'est en masse, c'est du Oui, volume. C'est-à-dire que c'est en fait, c'est au volume. Ben, ça fait des ventes. mais la prospection, Mais c'est du mais volume, quoi qu'il arrive. mais Mais il y a un tu tel dois gâchis. l'orienter. Ouais, Il y a un vrai ouais, je suis gâchis. La d'accord. prospection, c'est du volume. Tu dois faire 10 appels pour avoir une personne qui répond ou même beaucoup plus. Tu dois avoir 5 personnes au téléphone pour obtenir un rendez-vous, mais c'est du volume de qualité. Tu cibles, tu n'es pas en train de défiler ton fichier. Tu vas faire des recherches par toi-même sur Google. Tu peux trouver énormément de choses. Moi, j'ai réussi à trouver le numéro de téléphone du portable d'un DSI, d'un grand compte pour pas le citer. Donc, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu es assidu, tu as envie d'aller chercher les choses, par toi-même, tu es curieux, tu vas fonctionner. Par contre, tu prends juste ta trame, ton discours et tu dis OK, je vais aller prospecter et puis si j'arrive pas à voir celui-là, bon bah tant pis, je passe à autre chose. Non, c'est un rendez-vous de moins parce que tu pourrais ou si tu tombes sur une personne dans le fichier qui finalement n'est plus dans la société, va chercher le nouveau contact. Ce que je veux dire, c'est hyper important par toi-même. On te donne une base, mais après, c'est de toi, de toi-même. Moi, je l'ai eu en tout cas dès le départ, cette initiative d'aller chercher les informations. C'est hyper important. Et c'est comme ça que tu te distingueras des autres. C'est d'être curieux. C'est de te distinguer, de te dire, le fichier, il est fini. Bon, bah, j'attends un autre fichier. Non, va chercher les informations par toi-même. Ouais, on est d'accord. En plus, il y a un phénomène d'usure, c'est-à-dire que tu uses des armées de Ah oui, jeunes qui sont dégoûtés du métier de la vente. mais c'est C'est-à-dire que les clair. gars, au lieu d'être formés, au lieu d'être accompagnés, en fait, tu leur fais faire le truc le plus dur. En gros, tu les mets dans les tranchées, puis tu leur donnes un couteau entre les dents et vas-y, en face, t'as de la mitraillette M64, quoi. C'est pas possible. Et donc, moi, je discute souvent avec des jeunes que je crois, etc., mais ils sont dégoûtés du métier. Ils sont dégoûtés du métier de la vente. Ils ont été envoyés, voilà, à la guerre avec un morceau de bois et un couteau. Parce qu'à la base, c'est déjà un métier très dur, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est comme si tu allais à la guerre et que justement tu es armé, mais tu aucune munition. Je prends pas Bah du tout ouais. l'exemple de la guerre par rapport à plein de choses qui se passent depuis des années. Donc, ce que je veux dire, c'est que pas d'analogie avec la guerre. La guerre, c'est pas du tout représentatif par rapport à ça, mais c'est juste pour donner une image que tu peux pas aujourd'hui ne pas avoir de balles, même si Ouais, t'as la bonne arme entre guillemets. Si tu n'es pas nourri, si ton fichier n'est pas de qualité, si tu n'es pas formé, c'est très difficile d'avoir des résultats. ouais, je suis d'accord. Sachant que toi, c'est quelque chose qui m'intéresse de creuser avec toi, c'est dans le digital a bouleversé beaucoup les métiers de la vente.
sur, tu vois, tout ce qu'on sait faire en automatisation, en emailing, en ce genre de choses. Est-ce que toi, du côté des appels, du côté de la prospection téléphonique, est-ce que la techno, est-ce que les innovations ont aussi beaucoup changé le truc? Parce que je sais qu'il y a il y a des logiciels d'appel, tu peux écouter les appels, tu peux analyser les conversations avec de l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que toi, comme ça, tu vois beaucoup d'évolution de ton propre métier de téléprospection avec ces technologies-là? Il y a Ça énormément impacte? d'évolution, énormément de facilité pour justement passer des appels ou autres. Moi, j'ai énormément investi dans la téléphonie et dans des caissons et des bureaux acoustiques pour que justement mes D'accord. employés soient vraiment confortables et qu'on puisse vraiment Tranquille se dans la. concentrer sur l'objectif. Par contre, à aucun moment, j'ai utilisé d'autres canaux que le téléphone. C'est-à-dire que j'ai misé sur une bonne téléphonie et la prospection qu'on devait faire, c'est vraiment prospection téléphonique. Euh, Certains de mes concurrents, justement, sont plutôt digitalisés, ils ont des systèmes automatiques. Moi, j'aime pas l'automatisme. Je pense que tu l'as vu depuis l'interview. J'aime beaucoup plus l'aspect humain. Donc, prendre ton téléphone, avoir la personne, c'est le meilleur Mhm. moyen, en tout cas, pour obtenir un rendez-vous et en tout cas essayer de le convaincre. Ouais, ce qui n'empêche pas, j'imagine, que par ailleurs, tu prépares les fichiers, le ciblage, etc. Et là, avec diverses solutions logicielles, etc., qui existent sur le marché, il y a Alors pas nous, on mal n'avait pas de d'acteurs qui sont logiciel. On positionnés. utilisait Ouais, vraiment des fichiers Excel un petit peu à l'ancienne. d'accord. Pourquoi? Parce que justement, moi, je préférais quelque chose de beaucoup plus simple entre guillemets. Un logiciel va t'aider vraiment dans la relation client, le suivi, toutes ces choses-là. Mais moi, j'avais mis en place vraiment des process très très clairs et pour avoir un bon suivi aussi. Mais vraiment, on était un peu, je vais pas dire à l'ancienne, mais c'est une ancienneté qui m'allait bien puisque les résultats étaient plutôt bons. Était là. Alors, il va t'arriver, on va enchaîner vers les choses qui sont peut-être moins agréables, mais qui sont vieilles comme le monde, et je vais te raconter mon point de vue pourquoi à ce niveau-là. Là, tu nous as parlé de trois ans, 3-4 ans, où croissance, croissance, croissance. On est sur la troisième ou quatrième année. Tu es à presque 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est à ce moment-là qu'il va t'arriver un coup de Trafalgar avec une des collaboratrices, je crois que c'est une femme, une des Exact. collaboratrices. C'est Alors, juste entre deux. C'est-à-dire que d'accord, première année, 85 000 euros de chiffre d'affaires, deuxième année, 192 000 euros. On arrive sur la troisième année où on va faire 380 000 euros. Et en fait, d'accord. c'est le premier trimestre qui va être déterminant. C'est-à-dire que moi, je vais sombrer dans une dépression j'ai une collaboratrice qui va partir avec un de mes plus gros clients. Donc, la collaboratrice qui me Mais vole un tu client, sombres dans la dépression avant ou en même temps ou c'est concomitant, c'est quoi? c'est pendant, c'est tout un axe. Il y a tellement de facteurs qui vont rentrer en compte, tellement de choses. C'est pas ma collaboratrice qui me pique un client qui fait que je tombe en dépression. D'accord, ah d'accord, ouais, je vais C'est comprendre. toute Ouais. une accumulation que j'avais. Ça fait 3 ans que je développe mon activité. Ça fait 3 ans Tout que seul? je T'es vis associé tout seul? seul, Enfin, solo. ouais. Je suis en Ouais. SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle Unipersonnel. notamment. Et je me lance vraiment dans l'aventure tout seul. Et puis je vais, comme je te l'ai dit, vivre de mon entreprise, dormir de mon entreprise, penser entreprise. Le soir, enfin voilà, j'ai pas de relation de couple. Je suis avec quelqu'un, mais pas vraiment. Là, à ce niveau-là aussi, ça se passe très très mal. Je vais apprendre qu'elle me trompe. Voilà, encore une fois, pas Ouais, pour faire le t'as pas d'échappatoire, c'est exactement. vraiment dans tes nuages gris là, tes nuages noirs Je m'enferme en fait quand qui je monte mon s'amoncellent. entreprise, ma première erreur, c'est de m'être enfermé. Je ne me suis pas entouré. Aujourd'hui, quand tu vois sur LinkedIn que tu peux parler de sujets justement aussi ouverts de manière professionnelle, tu te C'est rends vrai. compte que tu as des gens qui te ressemblent, qui ont vécu les mêmes choses et tu peux partager. Moi, je ne partageais pas. Je partageais beaucoup avec ma comptable, je partageais beaucoup avec mes salariés, avec mes collaborateurs, mais c'est pas les bonnes personnes. Quand je dis c'est pas les bonnes personnes, c'est pas les bonnes personnes pour écouter tes problèmes. Je te rejoins. Tu vas dire à ton collaborateur que tu as un problème de trésorerie, tu penses qu'il va te comprendre, il va plutôt avoir peur et peut-être qu'il va même partir. Tu en as d'autres qui vont comprendre parce qu'ils ont peut-être eu des expériences entrepreneuriales, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, tu vas les effrayer. Donc il y a toute cette accumulation, toutes ces choses-là. On est en début d'année 2019 et c'est vraiment l'année qui va changer ma vie à tout jamais, même pour l'homme que je suis actuellement, par rapport à ma vision, par rapport à ma perception des choses. Je sens que ma collaboratrice est en train de partir avec un client. Je sens que c'est un gros client à l'époque, il nous rapporte 10 000 euros par mois. Je sens que les choses sont en train de se faire, mais j'ai pas le moyen de le prouver juridiquement. Donc il y a rien de pire aujourd'hui que de voir en fait quelque chose que tu voudrais attraper, mais que tu n'y arrives pas parce que tu C'est comme de l'eau hein, que tu essayes d'attraper dans les mains, hein, c'est exactement incompressible. Hein, et tu peux pas. Donc tu subis, tu subis, tu subis, tu subis, et puis c'est un petit peu l'image que j'aime bien donner de la dépression, de qu'est-ce que c'est. Là, il y a de la lumière aujourd'hui, d'un seul coup, tu l'éteins. Tu l'éteins, il n'y a plus rien. Ton cerveau cesse de fonctionner. Ton corps est là, ton corps marche, mais
tu lui dis où aller quelque part, mais tu ne penses plus, tu ne réfléchis plus. Et c'est très dur à vivre, mais c'est l'expérience la plus bénéfique de toute ma vie. Je suis devenu la meilleure version de moi-même après À justement ce moment-là, cet ouais, d'accord, épisode-là. après ça. Ouais, ouais, Après ouais. cet épisode-là, j'ai mis 18 mois à m'en remettre, j'étais sous antidépresseur. Pendant 18 mois, j'ai pas arrêté de travailler, j'ai continué. J'ai été voir justement le médecin parce que ma collaboratrice à l'époque, ma comptable, me dit, elle avait fait un burn-out, elle avait fait une dépression, elle savait ce que c'était. Elle me dit, je vois que t'es pas bien. Elle m'a dit, Ouais, tu c'est devrais pire que aller The voir Walking quelqu'un. Dead, un zombie. Va voir un Ouais. médecin. Je vais voir un médecin. Le médecin me dit, je vous arrête pendant minimum 15 jours. Je l'ai regardé, j'ai rigolé. Je dis, monsieur, je suis chef d'entreprise, j'ai des collaborateurs, je ne peux pas m'arrêter. Il m'a donné quand même des tips. Il m'a donné donc des antidépresseurs. Il m'a donné des tips dans le sens où il m'a fait comprendre que derrière, euh, il fallait que je prenne soin de moi, il fallait que je commence à me Et reposer. c'est un Donc, cercle vicieux en plus, hein. ah C'est-à-dire oui, que pour être bien et pour être performant, etc., tu as besoin d'aller bien. Et donc, tu dis non, mais je peux pas m'arrêter parce que je suis chef d'entreprise, etc. Bah oui, mais en fait, il n'y a pas d'issue, hein, il n'y a pas et je suis pas en train de d'échappatoire. dire que la solution c'est les antidépresseurs. Il faut faire extrêmement attention quand on en prend pour ne pas justement être dépendant. Dans le sens où moi, quand j'en ai pris un par jour, et après justement, je faisais en sorte de diminuer au bout de 6 mois la moitié, et 6 mois après de faire en sorte d'en prendre un quart. Et c'est Oui, important tu de as le faire raison. parce que Tu peux vite passer accro. Ouais. et ça peut être très très dangereux parce que ton cerveau après c'est le brouillard, il a besoin que de ça systématiquement. C'est comme la cigarette ou les alcools ou les drogues beaucoup plus dures. Ça crée une addiction, quoi. Ça crée Ça une crée une vraie addiction. addiction et c'est très très dur. Mais moi aujourd'hui, les antidépresseurs m'ont sauvé la vie et c'est un petit peu, j'aime bien cette référence au film Limitless justement avec Bradley Ah Cooper. oui. Quand Ouais. il prend justement cette pilule, d'un seul coup, il parle 50 000 langues et là, il y a la Ouais. lumière. C'est pour ça tout à l'heure. Il est complètement éveillé, quoi. Quand je t'ai dit tout à l'heure, moi, la dépression, ça éteint la lumière. Les antidépresseurs, ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses. Et en fait, on avait un ancien modèle à l'époque où on était sur une tarification journalière, on plaçait les profils qui travaillaient dans mon entreprise pour nos clients et à destination justement des éditeurs de logiciels, donc on leur prenait des rendez-vous. Et là, en fait, je sens du coup, je suis sous antidépresseur, j'en prends depuis 2-3 jours, j'écoute un peu les conseils du médecin, et puis alors je rentrais tous les soirs, et puis il faut dire qu'à 19h, enfin 18h, 19h, j'avais bu un bol de Smax et je m'endormais directement. Et je me réveillais le matin à 6h et j'allais au travail. Alors que tous les soirs, je rentrais à 22h en règle générale, mais là, je ne pouvais plus travailler même après rentrer. Ouais, C'était plus possible. Et je mettais de la musique relaxante. C'est la période la plus difficile de ma vie et en même temps, c'est la période la plus belle parce qu'en fait, tu ressens l'énergie et c'est comme si, je t'ai dit que tu avais la sensation d'avoir eu la lumière éteinte. Tu sens l'énergie qui revient. Tu sens le pouvoir qui revient. Tu sens la force qui t'animait du début, qui était perdue et là, qui revient, mais c'est une force beaucoup plus puissante qu'avant. C'est extrêmement important parce que t'arrivais plus à penser, t'arrivais plus à réfléchir. Et là, d'un seul coup, on te dit la lumière, elle est là à nouveau et la porte, elle s'ouvre et tu peux à nouveau réfléchir. Et c'est là où il va y avoir une transition pendant 3 mois où je vais être dans un état où, à la fin du mois, je peux plus payer mes collaborateurs. À la fin du mois, j'ai ma collaboratrice qui est en train de partir. Elle s'est mise en arrêt maladie. Ça fait 2 mois. Je continue de la payer, ce qui est tout à fait normal quand tu es en arrêt maladie. Mais là, on sait que c'est un fonctionnement un peu abusif. Donc, je sais que la trésorerie est en train de fondre. ouais, ça fond. Moi, j'étais pas bien depuis plusieurs mois, donc les clients, ils commencent à partir à gauche et à droite. C'est un petit peu compliqué. Et là, j'ai une idée justement, grâce à tout ce que j'ai mis en place pour reprendre de l'énergie, reprendre de la force, grâce aussi aux antidépresseurs, c'est de changer de modèle. De changer de modèle aussi pour ne plus avoir une collaboratrice qui soit en direct avec le client et que du coup, elle puisse partir avec. C'est Cette ça. collaboratrice aujourd'hui, j'ai aucune animosité la concernant. J'ai aucune colère. Toute cette rancune-là, ça fait plus de 4 ans maintenant et j'ai mis beaucoup de temps et d'années à faire en sorte que ça se dissipe. J'ai plus de haine C'est bien. concernant cette personne-là. Tu es plus fort que moi hein, là-dessus. C'est pas évident à faire, mais j'ai plus Moi, de haine. je m'y astreins pas. Hein. Moi, il m'est arrivé 2-3 bricoles. Franchement, j'ai un mal de chien C'est dur. à passer le truc. Hein. Et Je veux surtout dire, quand c'est ton bébé, quand c'est ton ouais, entreprise et qu'il y a quelqu'un qui ne le voit pas de la même manière et qui te vole les choses, tu le prends vraiment de manière personnelle. Tu disais ouais, tout à l'heure comment faire pour pas prendre les choses de manière personnelle. Non, tu les prends de manière personnelle. Se détacher, clairement. justement, cette dissociation, elle est très difficile parce que c'est ton bébé. Tu donnes tout pour ton entreprise. Donc, quand il y a quelque chose de grave qui arrive, tu es obligé de le prendre personnellement. Donc, il y a cette transition qui est en train de se faire pendant plusieurs mois. Je change de modèle. On n'est plus sur une tarification journalière où j'avais un collaborateur pour un client qui, dans la même journée, pouvait prendre 3 rendez-vous. Là, on change de modèle. J'ai eu une idée géniale qui va faire qu'on va doubler, tripler le chiffre d'affaires. La seule et même année où j'ai eu cette dépression, c'est de dire,
on ne propose plus une tarification journalière, on va faire en sorte de vous proposer un modèle sans engagement où on vous propose des rendez-vous où chaque rendez-vous sera avec un niveau de D'accord. maturité différent. Veille, réflexion, projet, le prix va être différent aussi. On était à l'époque sur 600, 900 euros, 1400 euros. Et là, on ne propose plus 3 rendez-vous, on en propose beaucoup plus. On n'a plus une seule personne qui est dédiée à un seul et même marché. Et surtout, si mon collaborateur décide de piquer justement quelque chose, il pique simplement la base en question avec laquelle il travaille et non plus comme à l'époque où il avait accès à toutes les bases. Déjà ça, et aussi, on a vraiment grandi à travers cette expérience-là. Moi, en tout cas, le premier, les collaborateurs ont vu justement cette personne partir, donc on a embauché aussi une nouvelle personne, donc ça a été quelque chose qui a un petit peu fait peur aux collaborateurs qui sont là. Ouais. Ah, tu étais dans la tourmente là. Là, c'était la C'était tempête, une hein. vraie tempête, Ouais, mais ouais, ouais. pour moi, c'est ma plus belle expérience, ma plus belle histoire. C'est pour ça que je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Et je conclurai sur ce chapitre-là en disant que tout ce qu'a fait cette personne-là aujourd'hui qui a été du tort pour mon entreprise et qui m'a fait très très mal, je suis le seul responsable de ça. C'est moi qui lui ai permis d'avoir les clés aujourd'hui de me dire ou de faire je prends un client parce qu'elle était en contact avec elle, parce que je lui ai accordé ma confiance et un peu trop de confiance justement. Ce que je te disais tout à l'heure avec les collaborateurs, je ne peux pas tout partager avec eux. C'est ce que j'ai fait avec cette personne-là. Elle s'en est servie. Attention, tu parles avec un collaborateur et il s'en sert à bon escient, c'est-à-dire que il a la même vision que toi, vous pouvez vous associer et vous allez aller très loin. Là, c'est l'effet inverse qui s'est passé. Donc, tu ne peux pas dire quand les choses sont bien, cette personne est magnifique. Non, c'est moi qui lui ai permis encore une fois de faire ce qu'elle a fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne lui en veux plus. Eh ben, écoute, je te rends hommage parce que c'est très fort. C'est très fort de réussir à en être arrivé là. Toi, quand il t'est arrivé ça, tu t'es fait aider? Tu as parlé à des gens? Tu as vu un thérapeute? Comment tu t'es sorti de tout ça? Une psychologue, une C'était psychologue. pas un médecin généraliste? Ah Tu non, non, t'es médecin généraliste, il te dit que ça va pas, mais il te dit pas ouais, pourquoi c'est ça va ça. pas. Donc là, tu Non, as non, vraiment eu psychologue. un vrai suivi, qui t'a fait du bien? Ah oui, j'y allais une fois par D'accord. semaine pendant 18 mois. Donc, Yes. c'est de l'investissement sur toi, surtout que Bien sûr, c'est bien pas sûr. quelque chose qui est remboursé, mais il y a C'est le quelqu'un qui meilleur t'écoute. investissement que tu puisses faire, Alexandre, hein. Tu sais investir sur soi, c'est C'est l'investissement sur toi, donc c'est le plus bel investissement, comme tu dis. Et c'est cette personne-là, déjà c'est difficile de trouver le bon psychologue, et j'en ai vu plusieurs avant, parce que tu as besoin d'être à l'aise, tu as besoin de sentir que tu es écouté, le côté empathique dont tu dis, c'est la même chose avec les commerciaux, mais du coup avec les psychologues, tu as besoin de ressentir la personne. Et moi, cette personne-là, je l'ai vue pendant 18 mois, pas d'affilée, parce que j'ai eu quelques coupures, mais en tout cas, la première année, oui, je l'ai vue vraiment tous les jours, parce qu'il y avait trop de choses que j'avais emmagasinées. On a aussi des choses qu'on a emmagasinées avec le passé et qui sortent jamais. Donc il y a eu ces choses-là aussi qui étaient là, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à mes 3 premières années en tant qu'entrepreneur, j'avais accumulé beaucoup de stress, beaucoup de choses négatives. Il y a eu des choses positives effectivement, mais ce qu'il en ressort quand t'es pas bien, c'est souvent le négatif. Donc il fallait un petit peu extérioriser tout ça, et ça m'a fait non pas un bien fou, c'était une délivrance. Savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui ne te juge pas. Savoir quelqu'un qui est là pour t'écouter, pour que tu puisses extérioriser les choses, et surtout, elle te dit pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Elle te fait réfléchir. ouais, Pourquoi vous n'avez pas agi de c'est cette toi qui façon? agis, quoi, hein, Et c'est elle qui m'a fait elle prendre conscience que j'étais responsable de mes actions, j'étais responsable de mes choix. Donc aujourd'hui, comme moi je dis sur LinkedIn, où parfois certaines personnes disent il se plaint, il fait le Calimero, j'ai fait une erreur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais je l'assume à 2000% parce que je sais que quand on fait des choses, c'est pas uniquement pour qu'elles se passent bien. Tu peux pas aujourd'hui te lancer sur LinkedIn et avoir simplement que des j'aime et des interactions à ce que tu vas dire. Tu vas forcément rencontrer des gens qui vont avoir une perception différente, donc il faut vraiment être à l'aise avec ça. puis Alexandre, tout se passe bien quand tu fais rien, hein. On est d'accord. Il y a que Donc ceux qui font rien, on est bien d'accord. c'est l'action qui compte. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette, turpitude que tu vas vivre, c'est, comment, à ce moment-là, tu avances avec le reste de l'équipe. C'est-à-dire que le reste de l'équipe, ils restent fidèles, tu arrives à les remotiver, à leur donner la vista, à vous remobiliser tous ensemble, etc. Est-ce que justement le fait que cette personne soit partie, ça a eu d'autres impacts sur le reste de l'équipe ou tu as réussi justement à remettre tout le monde sur un tremplin et à partir vers je dirais, un nouvel objectif d'étape d'après? Ça a eu un impact sur 2 autres personnes qui étaient justement un petit peu amies avec cette Ah personne-là et du bah coup d'accord. Mmh.
qui avaient pris position quelque part, donc j'ai dû aussi me séparer de ces personnes-là, mais D'accord. pareil, de manière intelligente pour faire comprendre qu'elles n'avaient plus leur place ici. Moi, je suis toujours transparent, c'est-à-dire que je ne fais pas de coups de vis ou autre où je vais te mettre une pression. On entend souvent des salariés dire on m'a mis dans un placard. Moi, je ne fais pas ça. Je viens de voir, je te dis les choses. Si tu es d'accord avec ça, on avance ensemble. Si tu n'es pas d'accord, je te facilite justement le départ, que ce soit une rupture conventionnelle ou autre. Après, si tu es dans l'abus, c'est-à-dire que tu me demandes une prime de 25 000 euros alors que ça fait seulement un an que tu es dans l'entreprise, je sais par contre être un patron et prendre des décisions fermes justement avec ce genre de comportement. Donc, deux personnes qui sont parties après justement le vol de clients de ma collaboratrice, et on repart sur une nouvelle vague de recrutement, on repart sur une nouvelle dynamique de clients. On perd pas que des collaborateurs, on perd quasiment les Tu trois perds quarts des des clients. clients. Ouais, c'est On ça, tu perd perds les des trois quarts clients. des clients qui n'acceptent pas le nouveau modèle. Et moi, je suis tellement convaincu que ça va fonctionner. C'est la même fougue D'accord. en fait qui m'a animé au départ de la création de mon entreprise. Je suis tellement persuadé que ça va fonctionner que j'y vais, j'enchaîne, je staffe tout le monde, je dis on va faire un mois de prospection, même moi je fais de la prospection, pendant que Mmh. je fais aussi l'administratif, je gère beaucoup de choses, des relances clients, la Mmh. facture, c'est compliqué au niveau de la trésorerie, il faut savoir que moi à titre personnel, j'ai pas d'argent de côté et ça va être compliqué si on n'arrive pas à avoir quelque chose. Un mois après, on m'a pris une trentaine de rendez-vous et j'arrive à signer la moitié des clients. Ce que je veux dire, c'est qu'on a mis D'accord. vraiment, vraiment un Ouais. champ d'action. Quand tu as une situation qui est compliquée, qui est difficile, tu parlais d'action, tu mets en place des choses, tu mets en place des choses. Mais c'est pas juste une action par-ci, une action par-là. Non, on parle d'effets cumulés là aujourd'hui. Tu es dans une Mmh mh, mmh. situation d'urgence, il faut vraiment bouger, il faut vraiment trouver des solutions, réfléchir et puis y aller. Et les clients, quand ils sont en face de toi, moi je suis tellement convaincu que ça va fonctionner que quand ils me regardent, ils n'ont pas de doute, ils savent très bien que ça va marcher. Ouais, il voit la lumière et la passion là dans le fond Grave. des yeux, C'est ouais. la plus belle période, je l'ai déjà dit, mais cette notion de, je souviendrai toujours, je reviens d'un rendez-vous prospect, ma collaboratrice qui m'a volé le client, elle est encore au bureau, je sais elle est en train de fouiller dans les fichiers, elle fait tout ça. Je suis en train de réfléchir à ce nouveau modèle, je reprends de l'énergie justement par rapport à cette dépression que j'ai eue où mon cerveau s'est éteint. Et je suis dans le Uber, je suis en train de lire un livre parce que c'est là aussi qu'il y a eu un déclic par rapport à l'ouverture d'esprit sur beaucoup de choses, pour D'accord. justement se sentir moins seul et éviter la solitude. Lire est un extraordinaire exercice. Et là, j'ai un sourire en fait, et je me souviens que le Uber m'a regardé, il m'a dit oh vous souriez, vous avez eu un appel charmant, quelque chose, et je lui ai dit non non, j'ai juste de comprendre que j'ai un déclic dans ma vie et c'est la plus belle page que je suis en train d'écrire. Et ça, comprendre ça, je veux pas revivre une dépression parce que je le souhaite à personne, Mmh, mais mmh, mmh. c'est exceptionnel. Pour ça, quand je te cite Limitless, c'est vraiment ça. T'as l'impression que tu sais parler 17 langues et que tu peux convaincre tout le monde aujourd'hui sur Terre. Ouais, c'est comme si à un moment donné, là, tu t'es sorti de ton enveloppe corporelle et tu te regardais et tu as fait toutes les solutions qui étaient en train Et d'apparaître c'est à tes yeux, magique, c'est ouais, c'est magique. magique. Ouais, Parce que c'est presque t'as de tout à faire, t'as tout à c'est de faire, l'ordre de mais la magie, comme tu tu dis. vois les solutions, tu les vois les Ouais. solutions. Bien souvent, le problème, c'est quand tu ne sais pas quoi faire. Là, tu les vois les solutions. Tu sais qu'il va y avoir plein de choses. Tu as perdu des collaborateurs, tu as perdu des clients, mais c'est comme ce que je te disais tout à l'heure. On se focus pas sur les petites choses qui arrivent entre temps. On se focus sur l'objectif. Sauver la boîte, sauver la faillite et surtout trouver des nouveaux clients. Tu vas te retrouver, donc, au moment de cet épisode-là, l'exercice d'après, il est pour le coup un peu, plus bas ou j'imagine peut-être, avant de reprendre le chemin de la croissance. Aujourd'hui, X temps après, tu t'en es où? Comment vous grandissez? Qu'est-ce qui se passe, dans la structure? Tu veux nous dire? Bah, la deuxième année, on a fait 192 000 euros et la troisième année, c'est là où justement il y a cette tempête et c'est là où on va doubler le chiffre d'affaires grâce à ce nouveau D'accord, modèle. grâce au Pendant nouveau la même modèle. chose, donc c'est-à-dire en 9 mois, donc la vraie coupure c'est en mars, et après de mars justement à décembre, pendant 9 mois, on va doubler même un peu plus les ventes et on va vraiment avoir beaucoup plus de clients, on va recruter davantage aussi. Donc quand je dis on va doubler le chiffre d'affaires, c'est pas quelque chose qui va dans la poche du patron, c'est pas du Ouais, ouais, bénéfice bien non plus, sûr, bien c'est sûr, bien uniquement du sûr. chiffre d'affaires. Non, mais ce que je te demande ça parce que ce qui est quand même intéressant de constater, c'est qu'il y a il y a un antagonisme là. C'est-à-dire en même temps qu'il y a quelque chose qui est très difficile, qui tire vers le bas, tu as, finalement, pas basculé et chuté, tu as pas fait du moins je sais pas combien et cetera. Non, au contraire, ça à la limite, en parallèle dans le même temps, il y avait à la fois, le phénomène de difficulté extrême, avec, cette perte de collaboration, sur 3 personnes, de la perte de clients et cetera, mais une reconstruction concomitante dans le même temps avec finalement l'atteinte d'un doublement d'objectifs et de chiffre d'affaires, etc. Donc ouais, c'est vraiment assez intéressant.
intéressant de montrer que ça a dû être effectivement au niveau émotionnel très très costaud parce que tu devais gérer vraiment tout en même temps. C'était très costaud, c'était très dur, c'était une période de ma vie sombre entre guillemets, mais ça a eu aussi une période de ma vie beaucoup plus belle, justement cette dissociation avec toi où tu vois les solutions. C'est aussi là où c'est l'année où j'ai rencontré ma femme, la mère de ma fille actuelle. Donc ce que je veux dire, c'est ça a été Ah oui, c'est un vraiment mal comme tu pour un dis. quand je dis un mal pour un bien, j'aime pas trop cette expression-là, mais ça a été vraiment quelque chose, je me suis ouvert sur beaucoup de choses. J'ai pu, rencontrer ma femme parce qu'aussi j'étais prêt, parce qu'aussi j'étais passé par des étapes et des périodes j'étais prêt à changer de modèle et avoir de nouveaux clients parce que justement, j'avais compris certaines choses et pas juste, il faut trouver des clients pour sauver sa boîte. Non. Et ce que je veux dire et accentuer là-dessus, c'est je souhaite pas aux gens de rencontrer des difficultés. On n'est pas obligé d'aller au burn-out Non. ou à la dépression pour justement se dire j'ai vécu quelque chose de difficile. Non. Moi, la grosse erreur que j'ai fait, si je suis rentré dans la dépression, c'est parce que je travaillais de 6 heures du matin jusqu'à 22 heures, non pas 5 jours sur 7, je faisais ça 7 jours sur 7. Ouais, Donc, du lundi au dimanche. tu vas tenir quelques semaines, tu vas tenir quelques mois, mais il y a un moment donné, c'est ce que je dis toujours, tu as toujours Dame Nature qui frappe à la porte et qui vient te dire maintenant il serait temps de payer la facture. Moi, j'ai fait ça pendant 18 mois. Sur ma première C'est déjà startup. beaucoup, c'est déjà beaucoup. C'est énormissime. Quand C'est j'y énorme. pense, tu vois, après coup, X années après, je me dis, mais c'était un truc de malade mental, c'était un truc Non, de je dingue, quoi. conseille, Du lundi au conseille ça à dimanche, tu personne. vois, je dormais 4 heures, quoi. Je sais plus, je dormais 4 heures, quoi. Je m'arrêtais à 3 heures du matin, je repartais à 7 heures, quoi. C'était un Je truc de conseille malade. vraiment ça à personne. C'est n'importe quoi. Non, c'est clair qu'après coup, tu réfléchis. Surtout que, bah, en fait, le problème, c'est comme d'habitude, c'est que l'expérience, ça s'acquiert, mais ça s'apprend pas, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, maintenant, c'est facile, entre guillemets, quand tu as passé à travers les étapes ou que tu as vu les résultats et comment ça fonctionnait, bah, on peut donner tous les conseils de la terre, hein, sauf qu'à l'époque, t'es pas prêt à les recevoir, en fait. Quand tu as l'âge que tu as, etc., bah, en fait, on a beau t'expliquer que le sommeil c'est important, etc., et qu'il faut pas tirer sur la corde et tout, tu t'en fous. T'es pas prêt à l'entendre. T'es pas prêt à T'es pas l'entendre parce prêt. que t'es dans ton monde, dans ta bulle, dans ta vision, et c'est Ah, pour c'est ça que clair. c'est important aujourd'hui de s'entourer des bonnes personnes. On dit souvent ça, mais qu'est-ce que ça veut dire s'entourer? Bah, c'est simplement d'avoir des gens qui partagent un petit peu la même chose que toi, qui vont peut-être pas avoir la même vision que toi. Justement, c'est là où ça peut ouvrir le débat et faire en sorte de te dire des choses que toi tu pensais et puis te faire revenir un petit peu sur ta réflexion et t'ouvrir les yeux. Donc ça, c'est très important. Et c'est vraiment de s'entourer. Moi, je me suis enfermé dans une bulle. Et quand je dis Ouais, ouais. enfermé, je pèse mes mots. Je voulais absolument pas qu'il y ait deux personnes qui puissent communiquer avec moi. C'est je vais faire les choses. C'était une très très grosse erreur. Yes. Comment tu structures maintenant ton ambition? Est-ce que tu es toujours resté associé tout seul dans ta SASU? Est-ce que ça a déclenché chez toi des volontés de frayeur, de vouloir t'associer avec d'autres, ou au contraire te dire ah bah tiens j'ai envie de plus de projets d'envergure, etc. Comment tu te sens par rapport à ça, par rapport à ton parcours? Aujourd'hui, la société elle évolue, je dirais de manière voilà normale. Tu cherches pas à être en surperformance maximum. Je dirais quelle est ta un petit peu ta ligne conductrice par rapport à ça maintenant? L'association, elle me fait pas peur aujourd'hui, en tout cas avec mon entreprise Ciblenco, c'est une entreprise qui tourne, qui a ses clients. C'est pas une entreprise que je souhaite de continuer de développer parce que j'ai justement d'autres projets. Moi, après la crise Covid, ça a été une période compliquée, comme pour beaucoup justement d'entrepreneurs. Certains ont été obligés de fermer. Moi, j'ai eu une autre crise justement par rapport à ça, où encore il y avait un problème de management, un problème d'humain encore une fois, et je ne jette pas la pierre justement sur les collaborateurs qui étaient avec moi. Et c'est la première fois de ma vie où après le Covid, je me suis dit maintenant je vais penser à moi. Je vais penser à moi, ça veut dire quoi? C'est m'occuper de mes propres clients et puis travailler différemment, travailler non plus avec des CDI, mais travailler avec des freelances. Et quand j'ai commencé à faire ça, D'accord. j'ai vu justement que je pouvais me payer aussi parce que ça faisait plus de 4 ans que je travaillais, que je me versais pas un salaire en tout Ah, cas digne d'un chef d'entreprise qui travaille de 6 heures à 22 heures. Donc j'ai d'accord. pu commencer à me payer, à penser à moi, à me structurer, à investir aussi parce que j'ai commencé notamment à mettre de l'épargne de côté et à penser à l'immobilier et à d'autres actions derrière. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est vraiment de développer d'autres choses. Et toute cette expérience que j'ai pu vivre, je me dis, ça a été du remue-ménage, ça a été difficile. On parle de dépression, on parle de trou noir, on parle de choses graves, mais je me dis, je dois pas être le seul à le vivre et surtout, je dois pas être le seul à, à ne rien dire sur ces sujets qui sont en règle générale tabous. Je veux vraiment avoir un impact par rapport à ça et commencer à en parler, commencer à sensibiliser aussi les gens qui sont en reconversion, qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent se lancer, mais
où on se dit, tiens, l'entrepreneuriat, c'est facile, en 6 mois, je vais faire 200 000 euros de chiffre d'affaires, je vais pouvoir me verser un salaire au bout de 3 mois. Bien sûr que c'est possible, je ne dis pas que c'est impossible, mais la réalité, c'est que 95% des cas, les gens se versent pas de salaire pas au bout de 2 ans, au bout de 3 ans en règle générale. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette notion. Et moi, on me dit souvent, oui, tu vends pas du rêve, justement, quand tu dis que c'est difficile d'embaucher, que c'est difficile de créer une entreprise. Je vends peut-être pas du rêve, mais en tout cas, Non. je mets au moins en face des gens la réalité qui est vraiment le vrai monde de l'entrepreneuriat. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que tu vas donc avoir, à nouveau, une évolution profonde de ton modèle d'entreprise. Puisque si je comprends, les mots que tu es en train de nous raconter, aujourd'hui, tu as réduit la voilure de type salarié CDI Oui, et tu travailles avec une équipe qui est, limite en remote, enfin, à distance, en télétravail et en ayant réduit, carrément le niveau de salariés. Tu en as encore? Tu as j'ai plus de salariés aujourd'hui, j'ai C'est réduit ça, donc vraiment tu ce niveau-là. ouais, c'est J'ai une réduit les vraie charges. transformation. Je Ouais, c'est une travaille vraie avec transformation. beaucoup de collaborateurs, beaucoup de freelances qui ne sont pas que des sales aujourd'hui, qui peuvent m'accompagner sur la communication, sur le D'accord, marketing, sur plein d'autres aspects. Donc j'ai réduit considérablement les charges aussi. J'ai bien sûr. réduit également volontairement le nombre de clients que je sélectionne maintenant beaucoup plus pour vraiment me consacrer à l'expérience que j'ai en tant que chef d'entreprise et la transformer justement en podcast, en épisode où je parle pendant cette première saison justement de mon parcours entrepreneurial. C'est une transformation, Alexandre, qui me fait penser à, une transformation d'efficacité maximum, en fait, hein. C'est-à-dire que là, tu as, pris la mesure et la teneur de ce que tu appelles effectivement les charges fixes, le management, les salariés et cetera et au-delà d'un modèle nouveau économique, parce que celui-là, je dirais, tu l'avais et testé et éprouvé, qui était ta nouvelle manière de facturer. Tu as en tout cas mis en œuvre un nouveau modèle d'organisation. C'est de ça dont on parle. On parle d'un changement organisationnel avec effectivement depuis quelques années une montée en force de beaucoup ce qu'on appelle les freelances, le soloprenariat, les collectifs de freelance, hein, où il y a plusieurs freelances qui s'organisent, qui s'associent entre eux, qui créent des collectifs de freelance. Donc c'est vraiment un changement d'organisation que tu as opéré pour ta propre structure. Tu étais Changement déjà, d'organisation. en SASU, tu étais déjà en SASU, donc tu es resté en SASU, mais effectivement tu as basculé et c'est une très bonne d'ailleurs une très bonne idée et un très bon concept, on peut le dire à d'autres entrepreneurs, c'est que les charges fixes que tu avais, et ben ça a été autant de poches d'investissement nouvelles que tu pouvais faire. Parce que Complètement. ce n'était plus des charges fixes. C'est ça le truc. Complètement. Tu parles de changement d'organisation. Je dirais aussi c'est un changement de mentalité me concernant parce que moi, pour moi, l'idée d'avoir une entreprise, c'était ses propres bureaux, c'était des C'est salarié. collaborateurs. Et au final, c'était mon idée. Donc après, avec le temps et l'expérience, au bout de 4 ans, je me suis rendu compte que tu peux travailler différemment. Tu peux avoir une entreprise avec des collaborateurs à distance ou même si tu as des collaborateurs qui sont en télétravail, ça ne t'empêche pas de faire du chiffre et d'avoir des bonnes relations justement avec les gens avec qui tu travailles. Bien au contraire. Et puis en général, quand tu bosses avec des freelances, quand tu bosses avec des gens qui sont indépendants, ils comprennent aussi ta vision de l'entrepreneuriat parce qu'ils ont cette certaine indépendance déjà par rapport à leur activité. Donc, ils vont plus te comprendre sur des enjeux, sur justement des échéances que tu peux avoir toi en tant qu'entreprise. Et c'est vraiment le Covid, moi, qui m'a ouvert les yeux par rapport à ça. Le Covid, on est en 2020. Mon entreprise, je t'ai dit, elle a été créée en 2016. Donc, ça Ah fait oui, 4 ans que tu travailles comme un acharné. Et là, d'un seul coup, on te dit, pendant presque 2 mois, on a été confinés. Pendant c'est 2 mois, tu ne fais confinement. plus rien. Tu Il n'y ne a plus fais plus rien. rien. T'imagines, ça veut dire que c'est la Toute seule. première fois où tu réfléchis, tu bosses plus, tu vis entreprise pendant 4 ans. Là, d'un seul coup, en fait, c'est la première fois où tu te poses et tu te C'est dis, calme plat là. Il n'y a plus rien à faire. c'est comme si tu fonçais, tu fonçais, tu fonçais, tu fonçais, mais tu savais plus pourquoi tu courais. Et là, on te dit, maintenant tu t'arrêtes, tu réfléchis et tu vois c'est quoi la stratégie. Et c'est vraiment le Covid qui m'a fait revenir et qui m'a fait changer avec des collaborateurs qui étaient en place, certains qui étaient très bien investis, d'autres qui ne l'étaient pas du tout. J'ai proposé une rupture conventionnelle à ces gens-là. Certains ne voulaient pas de rupture conventionnelle. Ils voulaient que Ah, je fasse d'accord. faillite. Ils voulaient que je dépose le bilan pour pouvoir justement avoir des indemnités. Quand on est en licenciement économique, par exemple, on a des indemnités beaucoup plus grandes quand on est un collaborateur. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient ce type de choses. Et moi, j'ai quelqu'un en face de moi qui m'a dit, votre entreprise, elle peut faire faillite, j'en ai absolument rien à foutre. Donc, à partir du moment où tu entends ça, tu te dis maintenant, c'est pour ces raisons-là que je veux changer de Ouais. modèle, parce que je ne veux plus être confronté à ça et je veux commencer à penser à moi. Ça peut paraître égoïste de dire je veux commencer à penser à moi, mais j'ai toujours mis en avant mes collaborateurs. J'ai toujours investi pour qu'il y ait un confort
incroyables pour eux. J'ai fait venir des bureaux d'Italie avec justement des sièges acoustiques, des choses qui valent extrêmement cher. Et ça, même un collaborateur, si tu lui donnes le meilleur salaire, si tu lui donnes le meilleur confort, il ne le voit pas forcément. Il ne le voit pas forcément parce que il y a toujours cette disparité entre l'employeur, l'employé, le patron, cette distance, il y a le exactement. patron et il y a nous les Le collaborateurs. patron est toujours mal vu. Le patron fait toujours les mauvaises choses. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, et je jette pas la faute sur les salariés, sur les collaborateurs. J'ai été salarié, donc comment rejeter la faute aujourd'hui uniquement sur les salariés? Le patron a sa responsabilité sur justement la communication à avoir avec ses collaborateurs, notamment sur l'empathie, le côté empathique et sur le côté compréhension. Et si un employé ne comprend pas un patron, c'est au patron aujourd'hui de faire de la pédagogie et d'être beaucoup plus transparent. On est d'accord. D'ailleurs, tu vas quand même réussir au final à faire partir tout le monde puisque en fait les gens il faut arrêter leur contrat. Exactement. Et en parallèle, comment tu fais pour recruter des collaborateurs freelance, etc., qui vont faire le job de. Tu vois, la jonction, elle est pas évidente en fait de se dire. Pendant 6 mois, je vais être tout seul. Mais je vais même Ah pas ouais, recruter de personnes. Je vais récupérer tous les clients et je vais d'accord. faire le travail de 7 collaborateurs d'un coup. C'est-à-dire que je vais vraiment être investi et c'est là où je me rends compte que, en fait, les missions que faisaient mes collaborateurs, euh, en gros, pour te donner un ordre d'idée, on était à 45 000 euros de chiffre d'affaires mensuel avec mes Mensuel. collaborateurs, donc 7 Mhm. collaborateurs. Quand je reprends l'entreprise, je suis entre 25 et 30 000 euros de chiffre d'affaires à moi tout seul. Tout seul. Donc, Ouais. pour te dire que c'est là où je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un vrai problème, qu'il y avait un mauvais staffing de ma part Ouais, et qu'il y ouais, avait ouais. aussi peut-être des gens qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on leur demandait. Encore une fois, je ne leur Ou à la rejette bonne pas la place. faute. Je suis entièrement responsable de tout ça. Mais il y a eu une vraie prise de conscience pour moi par rapport à ça. Donc, après, je vais continuer et je continue toujours, pendant des années justement à travailler. Je vais commencer à embaucher des gens, à trouver des personnes, à tester aussi, parce que tu as une expérience derrière et tu n'as pas envie de reprendre Bien sûr. d'autres échecs dans la tronche. Donc, tu es un peu plus vigilant, tu fais plus attention. Mais c'est pas pour autant que tu n'as plus confiance en l'humain. Moi, j'ai toujours confiance en l'humain. Mais voilà, on va dire que tu es un peu plus regardant. C'est à ce moment-là que tu vas découvrir l'univers du podcast ou c'est plus récent? C'est beaucoup plus récent. Là, on est en 2023, donc le podcast, D'accord. enfin, c'est plutôt en fin d'année 2022 où je me dis, j'ai une nouvelle stratégie. Conserver mon entreprise, oui, mais j'ai envie de mettre en place quelque chose. Je découvre un petit peu LinkedIn. J'avais LinkedIn comme tout le monde. Ça faisait 10 ans que je devais l'avoir. Quand Ouais. je publiais un truc, je disais cher réseau et tu avais un like ou encore personne qui commentait. Enfin bref. Donc je commence en fait à me mettre sur LinkedIn déjà et j'ai un objectif pour 2023, c'est de créer une communauté, premièrement, et c'est de créer un podcast. Euh, je vais créer ce podcast 5 mois après, justement avoir créé une communauté. La création de cette communauté va être assez rapide. Je regarde pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, comment font les gens. T'observes un J'observe, peu, je tu suis regardes. vraiment dans l'analyse, je regarde les posts, je regarde tout ça, et je me dis, avec mon expérience, avec ce que je vois, ce que j'entends comme conneries sur le fait de pouvoir gagner 10 000 euros tous les mois en claquant des pieds et en mangeant du quinoa et en étant en kilt, justement, avec sa méditation tous les matins, Ah, toutes t'as les, oublié le bain glacé. et le bain glacé, évidemment, tu te dis, si eux, ils arrivent à raconter des conneries qui peuvent être gobées, bah moi, je vais y aller avec mon authenticité, avec ma transparence, et puis on va voir ce que ça va donner. Et ça a fonctionné plutôt bien. Après, je suis parti un petit peu dans une viralité sur certains posts, mais c'était voulu, mais c'est une viralité que je regrette parce que j'ai blessé aussi certaines personnes. Mon but, c'était D'accord. pas justement d'opposer ou de diviser. Mon but, c'était de fédérer. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu es un patron, tu dois pas être en division avec ton employeur, avec ton collaborateur. Au Ton contraire, collaborateur. tu Ouais. dois être dans la communication et tu dois être dans le rassemblement. Mmh. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que tu découvres et tu fais tien, tout cette nouvelle discipline de ce qu'on appelle la marque personnelle, tu vois? Le rayonnement et le réseautage, en utilisant effectivement LinkedIn, qui était jusqu'à présent un truc de recrutement, hein, où clairement, pendant des années, le profil LinkedIn, c'était ton CV en fait, hein. Ah oui, complètement. C'était pour les gens qui cherchaient un job et cetera. LinkedIn a été créé, il y a des dizaines d'années, ça a été racheté par Microsoft. Moi, je fais partie des premiers inscrits aussi. Et ce n'est que récemment, comme toi, que j'ai adopté effectivement une prise de parole qui était voilà volontairement orientée à transmettre un maximum, je dirais, d'informations, de valeurs, de réseautage à objectif, je dirais, communication et business, et pas avoir une approche, une pratique qui soit purement celle du CV, quoi.
Donc Ouais, complètement. voilà, donc ça c'est vrai que tu as fait ça et avec, un phénomène d'observation avant d'agir, donc tu as vraiment, pu construire ta je dirais ta politique, rédactionnelle, autour de ça puisque, là ça a un petit peu augmenté ces derniers temps, mais, il y a 2 ans à peine, hein, il y avait à peine 1 des profils qui étaient sur LinkedIn qui prenaient la parole, hein, qui communiquaient sur ce réseau, social professionnel et puis là, on a grimpé a priori au dernier chiffre à 5%. Mais 5%, ça fait encore 95% de dizaines de millions de profils LinkedIn. Et je crois qu'on évoque le chiffre de 35 millions de profils LinkedIn en France. Bah, ça fait 95% de 35 millions de profils qui ne font rien, enfin en tout cas qui ne prennent pas la parole, qui observent, qui sont là Ouais, en ils observent. silence, etc. Mais ils ne prennent pas la parole. Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que si on prend les 5% justement qui sont sur LinkedIn, qui prennent la parole, qui font du contenu, donc les créateurs de contenu qui vont parler de sujets ou comme moi, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'un certain sujet, les personnes qui ne parlent pas pour ce qu'on entend par ne pas parler, ils ne communiquent pas, ils ne créent peut-être pas de contenu, mais ils interagissent beaucoup sur Ils les posts. interagissent. Tu vois beaucoup d'employés en fait communiquer, donc ils donnent leur avis, ils donnent leur avis sur des choses qui peuvent les exacerber, qui peuvent vraiment les rendre dingues, ou au contraire des choses qui les animent pour simplement partager à quelqu'un qui recherche du travail. Tu peux voir une solidarité qui se crée à ce niveau-là. Donc, tu as de plus en plus de créateurs de contenu. Tu as une grosse population effectivement qui ne crée pas du contenu, mais en tout cas qui participe à l'engouement et à la création de tout ça. Comment tu, comment tu t'es inscrit dans ta stratégie personnelle et professionnelle avec le podcast? Tu t'es donné des objectifs, tu t'es dit ok, je veux faire ci ou ça. Qu'est-ce que tu poursuis comme objectif avec ce podcast? Bah, Quel a été un peu le déclic de tout ça? la première année, donc 2023, l'objectif c'était de se créer une communauté. Aujourd'hui, D'accord. j'ai un peu plus de 17 000 abonnés à l'heure où on parle et je suis très très heureux par rapport à ça parce que tu es quand même sur une communauté engagée, des gens qui te suivent, qui vont écouter le podcast et je pensais pas avoir autant en tout cas en peu de temps. Donc là, ça fait vraiment 10 mois que je suis seulement sur LinkedIn de manière intensive, je parle, mais ça fait plus de 10 ans que je l'ai et je me suis rendu compte que voilà, j'ai créé une interaction, j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Euh, Ça s'est fait naturellement après et en fait quand tu te rends compte que tu es compris, que tu es apprécié dans un certain message, que tu es aussi remis en cause parce que le but c'est pas que tu sois simplement dans un monde de bisounours où tout le monde te dit c'est très bien ce que tu fais Alexandre. Non, le but c'est d'être remis en cause et d'avoir l'intelligence de se dire là j'ai fait de la merde, il faut que je puisse un petit peu réajuster les choses, quitte à perdre un petit peu en like, quitte à perdre un petit peu en notoriété, quitte à perdre un peu en création pour revenir beaucoup plus fort, un petit peu comme ce que j'ai vécu moi avec mon entreprise, se remettre en cause et moi je suis quelqu'un de très ouvert. Si je fais du caca vraiment pendant X temps, il y a un moment donné où je vais m'en rendre compte. Il y a un Tu te moment remets donné où à je vais me rendre question, compte. voilà, t'as pas peur de te remettre en question et de C'est dire la ok, clé. C'est j'ai vraiment la merdé clé. quoi, j'ai merdé, voilà, j'ai merdé. La Ça arrive. remise en question, c'est la clé. Et si vraiment tu es dans un bourbier où tu t'ouvres pas aux autres, c'est ce que je disais, là tu es dans une relation professionnelle où tu t'ouvres aux autres, donc tu es obligé d'être ouvert. Si tu restes vraiment cantonné sur ta position, tu vas rester là où tu es. Par contre, si dans ces cas-là, tu te dis, bon, je vais revoir un petit peu les choses, je vais revoir ma stratégie, là dans ces cas-là, ça peut vraiment grandir. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai orienté un petit peu ma stratégie vraiment sur mon parcours entrepreneurial, parler de ma première dépression, parler de ma première collaboratrice qui parle avec un client, non pas pour effrayer, mais pour sensibiliser, pour faire la pédagogie sur certaines choses. Tu as des gens qui ne sont pas d'accord, tu as des gens qui disent que c'est de ma faute. Je suis ouvert aujourd'hui aux critiques, dans le sens où ma responsabilité, je la connais par rapport à mon entreprise. Par contre, la responsabilité que j'ai sur le contenu que je donne et surtout sur la perception dont les gens vont en faire, je ne suis pas maître de tout ça. Donc il faut être ouvert. Tu ne peux pas créer du contenu et te dire, bon, les gens, ils vont aimer, mais par contre, ceux qui n'aimeront pas, je vais les supprimer. Non, tu es obligé d'être dans un monde, en fait, ouvert sur LinkedIn pour te dire il faut accepter les bons, il faut accepter les mauvais commentaires, c'est comme ça. Et si t'es pas du tout à l'aise avec ça, tu ne peux pas être ouvert en tout cas sur un réseau professionnel. Aujourd'hui, Alexandre, où tu te situes par rapport à ton projet, je dirais de vie, ton projet entrepreneurial, par rapport à Siblenco et par rapport au podcast? C'est des choses que tu veux mixer, tu as une sorte d'ambition, avec Siblenco qui est de l'amener à un autre échelon ou de le laisser vivre, tranquillement comme il fait? Peut-être tu veux créer un média ou une nouvelle audience? C'est quoi un petit peu tes projets là de vie d'entrepreneur?
Ma vraie priorité aujourd'hui, c'est le podcast. Je l'ai créé en mai 2023. Moi, d'ici septembre 2024, l'objectif, c'est qu'il soit dans le top 3, en tout cas dans le domaine de l'entrepreneuriat, qu'il soit vraiment D'accord? reconnu par rapport à ça. Je mets en tout cas les bouchées doubles pour que ce soit ça, pour que ce soit le cas. On augmente considérablement les écoutes jour après jour. C'est en train de prendre de plus en plus. J'ai lancé un post en mois de juin en disant je recherche des entrepreneurs pour partager mon podcast. Aujourd'hui, j'ai pu réunir plus de 50 entrepreneurs. Je ne m'attendais pas à un engouement aussi dingue. Je ne m'attendais pas à une richesse aussi incroyable à ce niveau-là. Et je prends un plaisir monstrueux sur ce projet-là. Je dépense beaucoup d'énergie, je dépense Je te énormément de confirme. temps, d'argent aussi. Et tu es très bien placé pour savoir ce que c'est que justement de gérer un podcast. En plus, toi, tu es aussi sur des formats très longs. Moi, je suis sur des formats beaucoup plus courts. Plus Mais court, ouais. voilà, la deuxième saison arrive avec du coup 50 entrepreneurs qui vont parler de leur première fois, qui vont parler de leurs difficultés. L'idée, encore une fois, c'est pas de faire le Calimero, dire j'ai vécu Oui, ci, de j'ai vécu ça. stigmatiser ou ouais, je suis d'accord, Du ouais. tout. L'idée, c'est vraiment de dire qu'on va rencontrer des difficultés, mais qu'on explique d'où elles viennent ces difficultés. On explique comment on a fait pour gagner beaucoup d'argent, parce que voilà, la face cachée de l'iceberg, non, tout le monde s'en fout. Je veux dire, ce qui compte, c'est juste le beau petit iceberg, le beau petit glaçon qu'on voit qui va nous apporter de l'argent. Non, en dessous, il faut pas s'en foutre de cette face justement cachée. C'est important de décrire tout ça. C'est vraiment le process, en tout cas du podcast. C'est vraiment l'objectif. Il y a déjà une saison 3 qui est dans ma tête et qui est en train d'être bien écrite pour aller au-delà. Donc, il y aura des opportunités autour de ça et j'ai envie de te dire, c'est comme mon entreprise quand je l'ai créée en 2016. Je me concentre pas sur l'argent que je vais faire avec. Je sais que j'aurai des opportunités. Je me concentre sur la valeur ajoutée que je vais délivrer aux auditeurs et aux auditrices qui vont nous écouter. C'est uniquement ça aujourd'hui qui m'importe. D'accord, d'accord. Oui, parce que ici on parle vrai, on parle cru. Il faut bien comprendre que, voilà, aujourd'hui un podcast c'est un média, hein, c'est un média d'expression. C'est pas quelque chose qui, va avoir, le niveau de résultat, d'une société, que tu avais, qui aujourd'hui a des clients tous les mois et qui fait, voilà, ce qu'on appelle, X revenus, X dizaines de milliers d'euros de revenus par mois, hein. Le podcast, c'est un investissement de départ, assez conséquent et assez important et puis la monétisation d'un podcast, est quelque chose qui est pas si simple, hein. Il faut trouver des partenaires, des sponsors ou d'autres formes je dirais, de financement. Et c'est loin s'en faut. C'est pas si simple, ou en tout cas beaucoup moins court-termiste ou rapide que une entreprise que tu maîtrises parfaitement sur le sujet de la vente, par exemple, actuellement, quoi. Ah oui, comme tu dis, il y a un vrai travail de recherche à faire, il y a une vraie prise de position à avoir, une vraie stratégie. C'est un média, ça prend du temps, c'est de l'énergie. Et ils le disent d'ailleurs. Alors j'ai pas les chiffres en tête, j'ai pas les sources non plus, mais j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs, je discute aussi avec beaucoup de podcasteurs. J'imagine que toi aussi. Il y en a très très peu qui vont au-delà des 10 épisodes. Moi, j'en suis aujourd'hui à Ouais, 25. J'ai tourné là à l'heure où je te parle 50 épisodes pour la saison 2, donc on arrive à 75. Il y a très peu qui arrivent à ça. J'ai par contre conscience que ça va être long. J'ai par contre conscience que c'est différent d'un contenu LinkedIn qui peut être viral très rapidement, où tu vas avoir 1500, 3000, 6000 j'aime, comme j'ai pu avoir sur un post. Si tu bien penses que sûr. tu vas faire ça avec ton podcast, tu vas être Ah, déçu c'est des résultats. Déjà, avoir clairement. 10 écoutes par jour, c'est exceptionnel. Ensuite, tu passes à 20, 30, c'est magique. Ça veut dire que tu as à peu près 10, 15 nouvelles personnes qui t'écoutent. C'est magique, mais c'est vraiment du temps. C'est vraiment du temps. Et c'est ce que je disais, c'est pas se concentrer sur une journée où tu vas faire 0 écoute, c'est se concentrer sur le mois d'après où tu vas doubler tes écoutes et l'objectif initial. C'est vraiment ça l'important. Alexandre, est-ce que tu dirais que au moment de ta vie, là, finalement, est-ce que tu serais pas en train de, je dirais, te créer le chemin des, je sais pas, 15, 20 prochaines années, etc. Moi, j'ai le sentiment peut-être que finalement tu vas aussi évoluer, changer de métier, que finalement tu te sens bien dans la production de contenu, dans la création de valeur pour les autres, etc. Et finalement, bah, tu vois, tu as fait de l'hôtellerie, de la restauration, tu as fait le commercial et de la vente, de la téléprospection. Et puis là, c'est peut-être un nouveau chapitre où finalement, tu te sens attiré par ce nouveau statut ou positionnement d'être créateur de contenu. Hmm. Hein. Et j'ai pas dit influenceur, hein, d'ailleurs, hein, qu'on précise bien. Je suis pas du tout intéressé par l'influence, moi. Mais par contre, la création de contenu est un créateur de contenu, un auteur, hein, finalement, quelqu'un qui produit voilà, des œuvres. Eh ben, ça, c'est un truc que tu as l'air de voilà d'embrasser, en tout cas d'avoir une petite étincelle là qui te trotte dans la tête. Créateur, je sais pas, j'ai envie en tout cas de partager mes expériences pour donner envie aux gens et pour sensibiliser justement sur l'entrepreneuriat. Je veux vraiment être impactant à ce niveau-là, donc travailler sur ça pour en tout cas faire en sorte qu'on puisse élever des voix. Enfin,
quand tu écoutes un podcast et que tu sensibilises sur un sujet, tu peux peut-être ouvrir des voies, ouvrir des réflexions à Mmh. quelqu'un, tu peux peut-être même changer la vie de quelqu'un. Donc moi, je veux vraiment être un référent à ce niveau-là. Créateur, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que je crée des choses et du contenu. Maintenant, de dire que c'est uniquement cette année-là que je m'aspire, que je tourne en tout cas vers un changement de vie, de métier, c'est vraiment après le Covid que j'ai commencé à faire ça, où j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai commencé à penser à moi, j'ai commencé à me rémunérer convenablement. Et quand j'ai gagné beaucoup d'argent, quand j'ai vraiment commencé à beaucoup d'argent, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais lu déjà à peu près 200 livres sur l'argent, sur l'investissement, sur beaucoup de choses. Et j'ai compris justement, c'est pour ça que je te dis que j'ai pensé à ça et à mon changement de vie bien avant le podcast. Mais le podcast, en tout cas, est une continuité. Et peut-être que dans 5 ans, il y aura une autre opportunité qui m'amènera sur la même vision et le même chemin. Mais j'ai commencé à investir de l'argent. J'ai commencé à gagner beaucoup. Donc les 3/4 de mon argent aujourd'hui, ce que j'en faisais, c'était quoi? C'était de l'investir, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans des assurances vie, même si c'est pas les meilleurs placements, mais c'est la première fois que Mmh. j'épargnais de l'argent. Quand Ouais. j'ai Tu as démarré en une 2016, éducation, une politique une et là, une éducation politique. financière Ouais. qui s'est créée, qui s'est vraiment matérialisée par rapport aux difficultés que j'ai rencontrées. Et ça, je l'ai fait. Donc, j'ai sécurisé un petit peu ma partie justement personnelle entre guillemets. Si demain j'ai un coup dur, si demain mon podcast ne fonctionne pas, D'accord. je ne repars pas de zéro. C'est pas comme quand où j'étais dans l'obligation, en tout cas, de trouver une solution pour ma collaboratrice qui m'avait volé un client. J'ai une sécurité. Et aujourd'hui, j'ai grandi aussi, j'ai des responsabilités, je suis père de famille. Donc, forcément, tu dois avoir une vision différente. Mais vision pas différente dans le sens où mon âme entrepreneuriale, elle est toujours là et ce projet-là, je vais le défendre quoi qu'il arrive, mais je travaille différemment. Avant, je faisais 6h, 22h. Aujourd'hui, je ne travaille plus à 18h, j'arrête de travailler maximum. Et encore, à 17h, en règle générale, je vais chercher ma fille. Le matin, je commence à travailler à 9h30, 10h. Quand je dis je commence à travailler, c'est pour mes clients. Quand je fais une publication LinkedIn à 8h du matin, c'est pas du travail pour moi. C'est pas du travail. Je prends du plaisir, je partage. D'accord. Le week-end, je ne travaille plus. Le vendredi, je ne travaille plus. Je m'occupe de ma fille. J'ai pris mes journées pour. Tout C'est ça. ça, Alexandre, est-ce qu'on peut dire que tout ça s'est rendu possible parce que justement Siblenco, bah, c'est pas une critique dans ma bouche, hein, mais en gros ça ronronne. C'est-à-dire que ton côté alimentaire, il fonctionne. Siblenco Complètement. fonctionne, t'es pas aujourd'hui, t'as pas envie de faire x10, x150, etc. T'as le truc qui tourne, t'as un portefeuille client qui fonctionne, et donc ça te fait Exactement. des revenus réguliers et puis et stables, et donc justement ça te permet de te consacrer à tous ces nouveaux, toutes ces nouvelles envies, tous ces nouveaux projets de contenu. Hein, c'est aussi ça la vérité, c'est-à-dire que t'as cravaché, t'as travaillé dur avant, t'as subi quelques revers, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis en fait maintenant t'as atteint une stabilité, un truc, et puis t'es pas ce qu'on appelle dans l'hypercroissance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement tu te dis ok, ça c'est stable, ça y est, ça a atteint un certain stade, et puis ça me permet justement, sans forcer, hein, tu viens de nous décrire un petit peu ton rythme et ta semaine, c'est vachement plus cool quand même de se dire waouh, je peux organiser effectivement d'autres projets parce que j'ai un truc qui est stable, qui est sûr sur les revenus que je fais, avec le côté, moi j'appelle ça le côté alimentaire presque, hein, c'est que voilà, ça tourne quoi. C'est ça. Ça a tout bien résumé. Alexandre, eh ben écoute, on a un beau florilège là de ton parcours Ça et fait une on heure et est demie déjà. ouais, tout à Ça fait. passe vite quand on parle avec toi. C'est ça. Quand on est passionné, c'est un Je peu pense que ça pourrait durer plus longtemps encore. ça passe très vite. Il y aurait plein de choses à creuser, mais tu le fais déjà à travers ton podcast. Donc, de toute façon, en fait, moi, ce que je dis souvent à mes invités, c'est que ici, une fois qu'ils sont venus une première fois, la porte leur est toujours ouverte. Donc, tu pourras revenir quand tu voudras nous donner d'autres news. On va s'orienter vers la fin de cette interview, mais avant, je voulais te poser quand même les toutes dernières questions. Est-ce que parmi toutes ces années d'entrepreneuriat, tu pourrais nous indiquer, nous citer quelle est pour toi la source d'apprentissage la plus importante qui t'a marqué? Est-ce que c'est un livre, un podcast, un film, une série, j'en sais rien. Mais voilà, est-ce que tu as un truc comme ça qui t'a marqué profondément par rapport à ce que tu apprends, l'apprentissage, par rapport à ce que tu as appris? Les livres ont changé littéralement ma vie. J'avais jamais lu de livre avant d'avoir 31 ans. 31 ans, c'est l'âge où j'ai monté mon entreprise. Aujourd'hui, j'en ai 38. J'ai énormément lu. C'est vraiment ces livres-là qui m'ont aidé pendant une solitude un petit peu compliquée par rapport aux événements que j'ai pu décrire. Donc, te citer un seul livre, ce sera compliqué. Ouais. Si tu m'y autorises, je peux t'en citer quelques-uns. Mais il y a beaucoup de livres qui m'ont aidé. Moi, j'ai un auteur qui est
préféré qui est décédé depuis 1970, qui est Napoleon Hill aujourd'hui. D'accord. C'est une simplicité de lecture et c'est surtout, il y a beaucoup de positivisme à travers son livre. C'est beaucoup lié à l'entrepreneuriat. Il faut savoir que Napoleon Hill, il a interviewé énormément de grands monsieur à l'époque où il a pu vivre, notamment, je pense à Henry Ford. Henry D'accord. Ford qui a eu énormément d'entreprises, énormément de Clairement. choses à gérer. Donc j'aime beaucoup cet acteur-là. Il y a un livre qui revient très souvent, c'est Réfléchissez et devenez riche. Outre son titre basé sur l'argent, c'est un livre qui t'ouvre vraiment les chakras dont tu parlais sur Mmh. non pas l'argent, L'éducation financière, ouais, c'est ça. l'éducation financière, comment en faire, et surtout c'est un livre que tu ne peux pas comprendre au bout d'une première lecture. Moi j'ai réussi à le D'accord. comprendre au bout de la 5e. Il y a un mot à comprendre dans ce livre. Quand tu commences à vraiment déterminer c'est quoi ce mot, ta vie elle change du tout au tout. Donc les livres sont vraiment un apprentissage, mais aussi ça peut être un déclic par rapport à ça. Là Mmh. actuellement je relis un livre que j'ai déjà lu 2 fois de Dale Carnegie, qui est comment se faire des amis. Très connu, mais qui est un livre Je l'ai dans extrêmement ma puissant. bibliographie. Il est, tu l'as aussi, bah, il est très très bon. Le titre est absolument pourri, nul à chier. Il veut absolument pas dire que tu Hein, demandes à hein. quelqu'un s'il veut être ton ami. C'est pas du tout ça. C'est comment s'ouvrir aux autres, comment mieux se comprendre, comment faire un Ouais, vrai se travail connecter. d'introspection sur soi. Moi, c'est un aimant en fait. C'est comment être un aimant vers les autres et donner envie aux gens d'être avec toi. Ça peut être un bon travail pour les gens qui veulent créer du contenu sur LinkedIn, notamment pour savoir comment appréhender les gens, même si ça reste du virtuel. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas pour mes rendez-vous clients. À, à créer un petit peu une synergie. Il y a aussi des livres sur la PNL, comment justement créer le contact, Yes. le côté un peu réciprocité aussi, ça m'a beaucoup aidé. PNL, attention, dans le sens où tu n'es pas là pour manipuler les gens, tu es là pour comprendre qui te manipule aussi et Ah, justement et donner un petit peu une ligne de confiance avec la personne. Et autre livre que je conseillerais, toujours dans la série des Napoleon Hill que j'aime bien, je les ai sous les yeux, c'est Chris Voss, Ne coupez jamais ah, la poire en deux. ouais, la négociation, ancien négociateur du FBI. Ancien négociateur du FBI qui, lui, a vraiment, enfin, c'est un livre, moi, j'ai pris une claque. Je suis très bon commercialement, j'ai eu les formations nécessaires, mais j'ai vraiment pris une claque dans le sens où t'es plus sur une négociation. Je donne un exemple sur Vinted. Quand tu vends quelque chose, tu as toujours le vendeur en fait qui vend quelque chose et puis tu as l'acheteur qui arrive, il va faire une offre. Tu vends un article à 30 euros, il te fait une offre à 25 par exemple. Et puis après, toi tu dis bon allez, on coupe la poire en deux, on fait à 27. En fait, lui, il te fait comprendre, Chris Voss, que mon offre à 25 euros, c'est celle-là ou rien d'autre. Après, j'aime beaucoup sa manière de parler. Il parle de négociation d'otage. On n'est pas sur la négociation d'argent, Je d'articles de Vinted. je Mais rigole. c'est Je rigole parce extraordinaire. que moi, quand on me fait ça, en fait, je réponds: «OK, c'est d'accord pour 45». C'est-à-dire que moi, j'augmente le prix, moi. Ça peut être une technique aussi. Ça peut être une bonne technique. Mais voilà, ce livre est assez bon. Il y a celui de Darren Hardy que j'ai aussi sous les yeux, L'effet cumulé, où Ah le ouais. principe de chaque jour faire un petit pas, et ça sert à rien de courir un marathon pendant justement 6 heures parce que tu vas t'épuiser. Par contre, faire des petits pas tous les jours, justement, tu Yes. te rends compte que tu peux aller beaucoup plus loin que 6 heures de marathon et que justement l'entrepreneuriat, c'est pas une course de fond, c'est faire un petit pas chaque jour et aller vers ton objectif principal. Sans oublier qu'un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Magnifique, je te laisse la dire parce que je savais que tu allais la sortir de la meilleure des manières. Bon, bah écoute, ces livres vont rejoindre la bibliographie. Je suis en train de constituer la bibliographie Je ne perds jamais avec tous les livres que mes invités m'ont évoqué. Donc écoute, c'est super. Hein, c'est des livres. Alors je connaissais pas Napoleon Hill, mais je vais de ce Ah, pas magnifique, c'est aller creuser vraiment ça. Et ah, les autres sont tout à fait extraordinaire, intéressants. extraordinaire. Bon, alors maintenant c'est la la question magique de la fin, on va pouvoir atteindre tes rêves, Alexandre. Je te donne un chèque en blanc, tu as des moyens financiers illimités. Je Ouh! voudrais je voudrais savoir ce que tu ferais avec ça. Est-ce que tu, créerais une société et laquelle? Qu'est-ce qu'elle ferait cette société? Ou alors est-ce que tu as envie de racheter, une boîte qui existe déjà? Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi. Aujourd'hui, je suis posé avec ma femme, avec ma fille, avec mes amis. J'ai un entourage proche, soudé. Je fais quelque chose que j'aime au niveau du podcast. J'ai eu des périodes de ma vie où j'ai gagné énormément d'argent. Aujourd'hui, j'en gagne un peu moins, mais parce que j'ai structuré les choses aussi. Je ne suis pas dans le besoin, entre guillemets. Je ne changerai rien de ce que je fais actuellement. Je n'achèterai pas non plus d'autres sociétés. Je serai toujours dans l'entrepreneuriat et en fonction des opportunités. En tout cas, c'est sûr que
si j'ai ce côté illimité financièrement, peut-être qu'il y aura des investissements, peut-être qu'il y aura des choses, en tout cas pour aider les entrepreneurs, peut-être sous forme de business angel, je ne sais pas, mais En tout cas, tu aurais, semble-t-il, envie de rester dans la création et créer avec, avec cet argent-là carrément, et j'achèterais peut-être plus de figurines, comme tu le vois, un grand, on va dire, un collectionneur de grand figurines. J'ai collectionneur. une pièce peut-être que j'en achèterais davantage, oui, ça c'est sûr. Mais en Des tout cas, grandes, non, des géantes. T'en as dans le salon m'a dit, t'as une pièce dédiée, donc maintenant il n'y a plus rien qui rentre dans le salon, et elle a raison. Mais non, je changerai pas. Je sais ce que ça fait que de gagner beaucoup d'argent, je sais ce que ça fait aussi que d'en perdre. J'ai la tête sur les épaules avant de monter mon entreprise, tu m'aurais dit ça, je t'aurais peut-être dit, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais acheter un appartement. J'ai des choses aujourd'hui qui sont beaucoup plus fortes et importantes que ça, donc c'est pour ça que par contre, d'avoir de l'argent en illimité, ça te donne du pouvoir pour les projets que tu peux avoir dans la création. Et comme on dit, ce qui compte aussi et surtout, c'est le chemin qu'on parcourt, hein. C'est pas seulement l'arrivée. Le parcours, le long du chemin, il y a, tout à vivre, à puissance, plan. C'est bien aussi et pas seulement être sur la projection sur ce qu'on essaye d'atteindre, on n'atteindra pas. Donc, toujours penser à ça, à vivre chaque instant présent. Dernière, j'ai été ravi de te recevoir ici, et donc maintenant la question c'est de se dire, est-ce que toi, tu aurais une idée, micro et derrière cette caméra, en interview sur le podcast Je ne perds jamais? Est-ce que tu as des que tu connais ou en tout cas que tu voudrais voir en interview? Dis-moi. J'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir, donc c'était vraiment un plaisir de partie qui met en confiance aussi et qui permet de livrer ces choses-là, donc j'ai beaucoup apprécié. J'ai quelqu'un qui me vient en tête, j'ai interviewé beaucoup d'entrepreneurs pour la 2e saison et une personne qui c'est pas la seule, ce serait de te recommander Kevin Soler, qui est un entrepreneur qui a aussi lui par rapport aussi à mon profil où tu m'as invité par rapport à certaines failles, certaines flux, des grosses dettes, notamment une dette de 400 000 €, et son livre parle justement de comment de la faillite. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait te convenir en tout cas, et avec grand plaisir pour te donner ses. Moi, je suis passionné, tu le sais, par l'entrepreneuriat et par une qualité qu'on doit tous avoir, qui est la résilience, hein, la pugnacité, ne jamais rien lâcher. Donc, effectivement, je pense que ce témoignage d'être dans des difficultés financières d'une société qui va mal, qui est au 36e dessous, réussir à tenir la barre et à remonter tout ça, c'est souvent des apprentissages qui sont extrêmement puissants pour tous les entrepreneurs. Donc, avec grand plaisir, écoute, je vais avec ton aide, on va l'inviter, on va l'interviewer sur Je ne perds jamais. En plus, Je ne perds jamais, ça s'y prête pas mal, hein. L'idée, c'est de toujours apprendre. Je pense qu'il va aimer. de ses erreurs et puis de remonter, d'apprendre tout le temps. Écoute Alexandre, j'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup de ton témoignage et puis de ce passage sur le podcast. Je te dis à très bientôt sur les réseaux. C'était un immense plaisir de te recevoir ici. Et puis écoute, on va suivre tes aventures et on va aller découvrir tous le podcast des premières fois dans l'entrepreneuriat que tu continues. Tu es sur la saison 2, hein, c'est ça? Yes, elle arrive début novembre, exact. Bon, nickel, on va regarder ça et on va attendre ça avec impatience. Bon, c'est gentil. Merci à toi. Bonne continuation, Alexandre, et puis écoute, à bientôt sur les réseaux. À bientôt. Bye bye. Salut Patrick, merci. Ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.